Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 4 de Tarot Tor. Si vous ne connaissez pas encore le principe de l'émission, nous allons utiliser le tarot pour découvrir le portrait de mon invité au travers de 13 questions. Un questionnaire reposant sur le monomythe de Joseph Campbell, une structure narrative ayant inspiré la majorité des blockbusters hollywoodiens et que j'utilise désormais pour vous faire découvrir mes invités. Pour chacune de mes questions, l'interviewé tirera une carte du tarot au hasard pour l'inspirer et le guider dans sa réponse. Pour cette émission, j'ai eu la chance de tourner chez Un Jour dans le Temps, studio photo spécialisé dans la photo de costume et boutique de location. J'ai eu l'occasion de travailler avec eux à de nombreuses reprises, pour les couvertures de ma trilogie notamment. J'adore leur travail et je ne peux donc que vous recommander d'aller découvrir leur nouvelle boutique. Pour l'interview, le lieu était en cours d'installation, il n'y avait pas encore le chauffage, vous remarquerez donc sûrement que mon invité se frigorifie au fil des questions. Je ne peux donc que le remercier chaleureusement d'avoir tenu jusqu'au bout et de s'être livré aussi généreusement, d'autant que je suis son travail depuis longtemps et j'étais vraiment comblé d'entendre toutes ces anecdotes et réflexions. Mais sans plus tarder, je le laisse se présenter. Je m'appelle Marc Herpoux, ça fait 20 ans que j'écris professionnellement dans le scénario à la fois télé et cinéma. J'ai démarré avec le cinéma, mais ça fait, une bonne trentaine d'années que j'écris tout court. C'est au cinéma que Marc a débuté sa carrière de scénariste avec Les Irréductibles en 2006, une comédie française où l'on retrouve déjà le côté social qui émaillera son œuvre. Dès 2007, sortira le téléfilm L'Embrasement sur Arte, traitant de l'affaire Ziad Ebouna, des émeutes et du mensonge d'État qui s'ensuivit. La même année, sur France 3 sortira Les Oubliés, un polar, mais surtout sa première série. Enfin, en 2009, sur Canal+, sortira Pigalle la nuit, la série qui le révèle au grand public dans son duo mythique avec Hervé Admar, ainsi que le téléfilm Entre deux ombres. En 2011, le duo Admar-Herpoux revient avec le thriller insulaire Signature sur France 2, puis ce sera Les Témoins, toujours sur France 2, en 2014 et 2017. Un thriller bien poisseux avec des touches subtiles de fantastique. Mais c'est surtout en 2016, avec Au-delà des murs sur Arte, que le duo assumera vraiment le genre fantastique dans une série presque horrifique. Sa dernière série en date, il l'a écrite sans son complice et c'est Sambre, sorti en 2023 sur France 2, qui se replonge brillamment sur la terrible affaire des viols de la Sambre qui frappa la France et la Belgique des années 80 jusqu'en 2018. Et pour inspirer Marc dans l'interview d'aujourd'hui, nous avons choisi le City Labyrinth Tarot. C'est un tarot que j'ai acheté sur Kickstarter et qui est produit par Pentagram Publishing, un éditeur qui n'existe que depuis 2021, mais qui a déjà sorti près de 22 tarots, la majorité via Kickstarter. Le City Labyrinth est le fruit du travail de Dmytro Ryzak, dont je possède aussi le superbe Bloody Tears Tarot. Deux jeux qui ont la particularité d'être dessinés au stylo bille, ce qui leur donne une énergie très singulière, brutale et saccadée. Si j'ai craqué pour ce jeu, c'est avant tout pour son style graphique, que je trouve remarquable, mais aussi sa thématique très urbaine, années 2000. Le jeu est le représentant d'une époque qu'aujourd'hui on serait tenté de trouver plus insouciante. Pour 32 $, vous aurez une boîte en 2 pièces rigides, des cartes de qualité standard et un livret très basique, probablement le même que l'éditeur fournit dans tous ses jeux. Un point que je trouve vraiment regrettable car il y a des choix très particuliers dans les illustrations qui auraient mérité plus d'explications. Par exemple, la prêtresse a un profil moins mystérieux et mystique qu'à l'accoutumée, ce qui ne s'explique pas vraiment, sauf si l'on sait, grâce aux informations promotionnelles, qu'elle serait inspirée de l'oracle dans Matrix, de loin si je puis me permettre. Des références qui méritaient d'être détaillées par l'artiste pour nous permettre de comprendre sa vision. Au final, ce tarot est une proposition intéressante si vous cherchez quelque chose de contemporain et positif, malgré certains visuels lourds de sens. Et surtout, que vous n'avez rien contre une édition très mass market. Et maintenant, voyons ce que ce City Labyrinth Tarot va nous dévoiler de l'histoire de Marc Herpoux. Question 1. Le monde ordinaire. Quelles sont tes origines ? Free of Swords. Je vois un gars mi-allongé, mi-assis, qui semble un peu désespéré quand même, dans un lieu qui semble pas très... ça donne pas envie, c'est assez taciturne, c'est assez terne. On pourrait peut-être dire qu'il se fait un peu chier. C'est un petit peu l'image, je sais pas ce que c'est que ces panneaux derrière. Ça m'évoque rien de particulier. Peut-être le métro, peut-être une ambiance de métro, quelque chose comme ça, une ambiance un peu souterraine, avec quelqu'un qui s'emmerde. La famille des épées fait référence à l'intellect. Le chiffre 3 est celui de la créativité et de la fertilité. Ici, le 3 d'épée évoque le fait de relever les défis par la logique ou une volonté de faire évoluer son intellect. L'arcane peut aussi symboliser la surconfiance dans des concepts mal maîtrisés.
Parfaitement la carte, là, c'est-à-dire un jeune qui se fait chier. Ça représente bien ça. J'étais pas quelqu'un de très ouvert au monde. J'avais un monde intérieur très très fort. C'est ce qui m'a amené très très tôt à la création, avec donc au départ l'envie de faire de la bande dessinée. Alors pourquoi de faire de la bande dessinée? Parce que je regardais déjà beaucoup de films et de séries, beaucoup de séries. Le cinéma est venu un peu plus tard, le cinéma est venu... Quand je dis un peu plus tard, le cinéma est venu vers 12-13 ans, vraiment, d'aller voir des films. Mais en fait, cette créativité-là, elle est venue, je sais pas, je devais avoir 5-7 ans, quand j'ai commencé à dessiner. Et mon envie de faire de la BD est venue très 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 tôt, 7-8 ans. Je lisais des BD et j'avais envie d'en dessiner. Et donc j'ai commencé à faire mes propres BD pour rigoler, quoi. Enfin, dans ma tête, c'était pas pour rigoler, c'était très sérieux, mais évidemment, maintenant que je me marre. Et donc, pas beaucoup d'amis. J'étais quelqu'un, je pense par rapport à la carte, j'étais quelqu'un avec très solitaire comme ça. J'ai passé toute mon enfance, y compris une partie de mon adolescence, avec 2-3 potes que je voyais régulièrement. Par contre, il y avait un côté fusionnel. J'aimais les gens qui étaient fusionnels comme moi, donc c'était vraiment 2-3 potes soudés, à toujours traîner ensemble, avec un souvent en particulier qui était que je voyais vraiment mais presque tous les jours, ou en tout cas toutes les semaines. Mais après, dès qu'il s'agissait de connaître des nouvelles personnes, d'aller même dans des anniversaires et des trucs comme ça avec les copains, c'était plus dur pour moi, parce que je n'étais pas du tout quelqu'un d'avenant, qui allait facilement vers les autres, ou les autres venaient facilement à moi. D'ailleurs, ils n'avaient pas trop envie de venir à moi parce que je ne parlais pas beaucoup, je restais dans mon monde. Et il fallait, pour que quelqu'un m'intéresse, il fallait qu'il y ait un kiff qui soit en rapport avec l'imagination, la créativité, quelque chose qui soit en rapport avec ça. Donc ça m'a très vite fait aller vers des choses qui sont dans le conte, en fait, du fantastique, déjà de l'heroic fantasy, etc. Donc à l'époque, c'était la grande sortie, bon ça c'est un peu plus tard quand j'étais ado, de Donjons et Dragons, etc. Donc des jeux de rôle. Donc voilà, c'est un univers très axé sur la BD, le graphisme, le fantastique. Je me suis intéressé aussi à la philo. Je devais avoir 15-16 ans quand j'ai commencé à prendre plaisir à lire des œuvres. Alors c'était des choses très simples. Beaucoup Nietzsche évidemment, parce qu'il y a un côté très très plaisant à lire, et le Zarathustra est magnifique, même si on ne comprend pas à cet âge-là de quoi il est fondamentalement question. C'est des choses qui viennent après pour moi. Mais il y avait un plaisir à lire ça, à se laisser embarquer par une langue. Montaigne aussi, les essais de Montaigne, c'était très très agréable. Donc il y avait aussi ce plaisir-là. Et paradoxalement, j'ai jamais été un grand adepte de la poésie. Voilà, c'est un truc à l'écart. Par contre, un grand adepte des romans de fantastique, etc., du Stephen King, je m'en suis bouffé, du Lovecraft, etc. Voilà, bon, tout ce qui est Edgar Poe, tout ce qui est bon, tout ça, c'était. Je pense que je serais né un petit peu plus tard, j'aurais été dans un trip un peu gothique ou ce genre de choses. Mais bon, là, c'était pas du tout l'époque. Mais par contre, ça collait magnifiquement avec les petits gamins de Stranger Things. Fireball, the son of a bitch. 14! It crumbles to the ground! Yeah! Je faisais partie de ces gamins-là que décrit très bien Stephen King. Question 2. L'appel. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la création? Alors, Five of Pentacles. 2 potes. Je sais pas, je dis potes, mais en fait, je sais pas pourquoi, c'est très intéressant. Pourquoi je dis potes? 2 personnes. I need $. Ah oui, ils font une sorte de manche. Est-ce qu'ils font la manche? Spare any. Je vois des $. Il y a l'air d'avoir, je sais pas, comme une entrée de quelque chose. Ça fait penser à des portes de métro, mais c'est peut-être pas ça. C'est assez terne aussi, ça, quand même, hein, tout ça. Hein. C'est pas la joie. La famille des pentacles, ou des deniers, évoque les biens matériels, le concret. Le chiffre 5 est celui du changement et des crises. Le 5 de denier évoque la pauvreté, l'inquiétude. C'est une arcane qui rappelle l'importance de prendre soin de soi, peut-être de se détacher des contraintes matérielles pour plus de spiritualité. Il faut savoir prendre de la distance.
Si je le mets en relation avec la carte, une envie de se dégager des choses matérielles. Bon, après, je vais me rendre compte que c'est une grosse erreur et que la créativité, c'est pas que de l'esprit, c'est un corps et que ce corps, s'il n'est pas justement correctement entretenu, etc., c'est pas du tout une bonne chose. La créativité n'est plus créativité, elle devient, c'est un imaginaire qui devient un refuge et donc là, c'est pas bon du tout. Il n'y a rien de créatif parce que l'idée de créer, c'est de ok, on part d'un imaginaire, mais ensuite on l'incarne, on en fait quelque chose, on fait sortir quelque chose de cet imaginaire, on fait sortir quelque chose qui advient au monde. Donc ça implique de passer par du matériel, par des nécessités, des besoins, et donc entre autres de l'argent, mais pas que. Des ressources, des gens, donc des fameuses ressources humaines. Si je me reviens au monde ordinaire, d'abord il y a mes goûts, je vais m'orienter vers la BD, où je me dis, parce que là, encore une fois, je consomme beaucoup de films, de séries, mais en fait, le monde du cinéma me semble très audiovisuel en règle générale, me semble très lointain, enfin, c'est inaccessible. En plus, ce que je regarde, c'est beaucoup des choses américaines, donc c'est carrément une autre culture, donc ça me semble vraiment très loin. Alors que la BD a quelque chose de je peux faire ma BD. Enfin, c'est l'image que j'ai dans la tête, je peux faire ma BD. Bon, donc du coup, je vais commencer à dessiner, donc je dessine beaucoup, hein, déjà, quand je suis gamin, je dessine beaucoup. Et je vais me rendre compte qu'il me faut vraiment des bases que je n'ai pas, et donc l'appel, ça va être les beaux-arts. Alors le truc, c'est que déjà, moi, je suis à cette époque-là, je suis à Nice, et que les beaux-arts de Nice, c'est la Villa Arson, ce qui va devenir les Piards, je crois. Et donc, c'est très axé sur l'art contemporain. Ça, par contre, ça va m'être totalement étranger. Et donc, malgré tout, j'ai pas encore en tête d'aller déménager, de quitter la ville. Tout ça me semble un peu compliqué. Donc, je me dis, je vais quand même faire les 2 ans à la Villa Arson. Et ensuite, j'irai à Angoulême. Parce que là, je sais que là, voilà, il va y avoir... on va m'apprendre à faire des BD. Ouais, c'est l'appel. Ça a vraiment été ça a été énorme. J'ai fait mes 5 ans, hein, je les ai faits, mais pas du tout à Nice. J'ai fait les 2 ans comme prévu à la Villa Arson. Mais après, je suis parti à Rennes parce que j'avais des opportunités. Je voulais à tout prix quitter Nice parce que je n'aimais pas du tout l'univers de l'art contemporain. Et c'était centré là-dessus avec la figure de Ben à Nice qui est très importante. Et bon, voilà, c'était vraiment entièrement centré sur l'art contemporain. Et c'était absolument pas du tout ce que j'avais envie de faire. Et Angoulême, alors d'abord, c'est compliqué d'y aller. Je viens d'une famille pauvre, hein, on peut le dire, vraiment pauvre. Donc, vraiment pas aucune thune, personne, enfin, avec ma mère, elle pouvait pas me payer des études, ni me faire aller je ne sais où, dans quelle ville, etc. C'était absolument pas possible. Du coup, il fallait que je me démerde, quoi. Donc, c'était un peu compliqué d'aller à Angoulême. Et puis, il s'est passé quand même quelque chose pendant les 2 ans à la Villa Arson. En fait, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était raconter des histoires et que c'était ça qui me touchait. Et puis, de plus en plus, pendant les études, tout ce qui était vidéo, c'était pas comme aujourd'hui, hein, c'est vraiment le début de la vidéo, c'était vraiment très difficile d'avoir... mais il y avait déjà la fameuse V2000 de chez Sony, enfin il y avait déjà des choses, et donc je commençais à m'intéresser à ces choses-là. Et l'audiovisuel, on va dire ça comme ça, prenait de plus en plus de place. La photo aussi, je fais beaucoup de photos. Et j'ai commencé à laisser tomber le graphisme par rapport à la photo. J'avais aussi un autre problème, c'est que je suis astigmate, et je déformais très facilement les dessins, sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que mon dessin partait en vrille, comme ça, légèrement en biais, et je ne m'en rendais absolument pas compte. Le cerveau corrige. Et c'est vraiment en retournant mon dessin que je me rendais compte, en le mettant comme ça à la lumière, que je me rendais compte qu'il était complètement de traviole. C'est là où je me suis rendu compte que je n'étais pas graphiste. Parce que si j'avais été graphiste, j'aurais pas pu corriger cette chose-là, parce que c'est trop inhérent à mes yeux et à ma tête. Mais j'en aurais fait quelque chose. Je me serais dit ça, il faut en faire quelque chose. Et j'aurais trouvé un moyen créatif de rester dans le graphisme et d'exprimer, un peu à la Comès, je pense à ces dessins comme ça un peu tordus, d'exprimer quelque chose avec ça. Et ça n'a pas du tout été le cas. Ça m'a plutôt dégoûté. Je me suis dit, bon, j'y arrive pas. En plus, mes modèles, c'était évidemment Jean Giraud, Loisel, enfin bon, bref, des trucs, laisse tomber, quoi, tu n'y arrives pas. Donc, même si à côté de ça, j'aimais déjà beaucoup Comès et Tardy. Il a fait des choses
des choses magnifiques, le voyage au bout de la nuit, etc. Il a fait des dessins somptueux, mort à crédit, etc. Les albums sont formidables. C'est le texte, hein, c'est le texte de Céline, mais avec les illustrations de Tardy dedans, c'est formidable, mais absolument formidable. Bref, il y avait ce côté donc noir et blanc comme ça, très fort, avec des contrastes très appuyés, qui m'intéressaient aussi beaucoup. Là aussi, c'était compliqué. Donc du coup, j'ai laissé tomber ça. J'étais au bout quand même de mes 5 ans, mais avec la dimension photo, vidéo. Donc je viens d'une dimension plastique. C'est important parce qu'il y a beaucoup de scénaristes qui viennent du littéraire, en tout cas d'études littéraires. Des fois, ça peut être Sciences Po ou de l'histoire ou des choses comme ça, mais une dimension plus... Et moi, en fait, je viens du graphisme. C'est ce qui va nous rapprocher avec mon pote Hervé Admar, avec qui le duo avec qui va durer pendant plus de 10 ans. C'est qui vient lui aussi du graphisme, et cette dimension graphique était très importante pour moi. En fait, au départ, je me suis rendu compte que j'avais envie de raconter des histoires par l'image. Que ça vienne de la BD, du cinéma, de la série, je ne savais pas encore quoi faire de tout ça. Mais donc j'ai été vers la pub pour gagner ma croûte, y compris d'ailleurs aux Beaux-Arts. Hein, j'ai été vers une option communication, donc très vite des questions publicitaires. Et j'ai fait donc les 2 ans de tronc commun à Nice. Où, là, on apprend vraiment les bases de tout ce qui est graphique, en règle générale, et ensuite les 3 autres années axées sur la pub, pour aller apprendre à faire des rushs, des storyboards, etc., ce qui, pendant un moment, va quand même m'aider. Malheureusement, j'ai pas réussi à faire que de ça. J'étais obligé de faire plein d'autres boulots à la con. Mais ça m'a quand même permis un petit peu de gagner ma croûte pendant un moment, parce que évidemment, j'ai pas vécu de l'écriture de suite. J'avais en tête, après les Beaux-Arts, de passer la FEMIS, et je me suis ramassé. Mais là, du coup, je pense que ça va passer à l'étape suivante après. Question 3. Le refus. Quels furent les premiers doutes? Queens of Swords. Une femme assise dans un joli fauteuil, très élégante, dans un intérieur assez cossu, un peu bourgeois, avec ce qui semble être un livre, je pense, à la main, qu'elle s'apprête à lire. Peut-être elle lit. Ouais, peut-être elle lit, ouais. Elle s'apprête à lire. Ça a l'air d'être tourné aussi vers l'intello, tout ça. La reine est une carte de maîtrise, mais plus réceptive qu'active. Il ne s'agit donc pas de soumettre l'élément, mais de l'accompagner. Ici, la reine d'épée est une carte de lucidité et de rationalisme. Elle évoque le fait d'être capable de trancher un problème sans pour autant se fermer aux idées nouvelles. Du coup, c'est dans la continuité, je reste dans la chronologie. Ce sera peut-être pas toujours le cas, mais là, ça colle bien, quoi. Quand je sors des Beaux-Arts, donc je me tourne vers la FEMIS, je rate le concours et je me retrouve avec plus une thune. Comme je comptais quand même faire la FEMIS, j'étais descendu sur Paris. Et sur Paris, c'est l'enfer. C'est d'un seul coup, moi qui viens de province, donc j'étais avant à Nice, à Rennes. Là, je me retrouve à Paris, je me retrouve avec vraiment d'un seul coup un autre monde, des problèmes de thunes énormes. Entre-temps, j'ai eu un enfant. Et quand j'arrive à Paris, il a déjà 3 ans. C'est vraiment pas cool du tout, et je me dis que je ne vais pas du tout réussir à faire ce que je veux. Et ma première préoccupation va être celle d'essayer de gagner de l'argent, tout simplement, pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir un toit sur la tête quand on en est là. Donc là, je vais faire plein de boulot. Donc j'ai le doute de continuer, et c'est là qui se joue en fait un principe de nécessité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une nécessité à écrire, à créer, et ça donc depuis, je disais, l'âge de 5-7 ans, vraiment très très jeune. C'est un échappatoire, c'est pour sortir du mec là dans son... de la première carte. Et donc du coup, je commence à écrire des scénars. Et là, je commence vraiment à penser cinéma, parce que dans ma tête, il y a quelque chose qui a été tranché, qui est je ne vais pas faire de la BD. Je vais essayer d'écrire des scénars, c'est-à-dire que je commence à comprendre aussi que c'est pas toi qui fais tout. Dans ma tête, c'était j'allais être le dessinateur de la BD, l'auteur de la BD, c'est moi qui allais faire tout ce qui est couleur, etc. J'allais tout faire, quoi. C'est-à-dire pour moi, l'auteur, c'était celui qui faisait tout. Bon, et je commence déjà à comprendre de toute façon
qu'il y a des métiers, y compris dans la bande dessinée, et dans le cinéma et l'audiovisuel encore plus, quoi. Donc du coup, je commence à capter que moi, je commence à m'intéresser au métier du cinéma. Je me souviens même d'un très bon bouquin de Michel Chion sur les métiers du cinéma, qui était très très bien, qui m'a permis de comprendre aussi ce qu'était une équipe. Et je me dis, moi en fait, je vais écrire. Alors, il y a toujours en tête l'idée de pouvoir peut-être réaliser, mais c'est d'abord écrire. Donc je me dis, il faut d'abord réaliser, de toute façon c'est lointain. Mais si je réalise, ça sera quelque chose de toute façon que j'ai écrit. Donc je pars avec l'idée d'écrire. Et donc c'est là que je vais commencer vraiment en parallèle avec donc, les boulots pour faire tourner la marmite. Là, en l'occurrence, il y a un grand passage où je suis serveur dans une boîte de nuit pendant 2 ans à plein temps. Donc je travaille en fait de nuit. Le jour, j'essaie de ne pas me lever trop tard, mais de ne pas trop être crevé non plus, parce qu'il faut entamer la nuit d'après. Et j'essaye d'écrire et de faire avancer comme ça mes histoires. Donc là, je vais quand même écrire des scénarios comme ça, en amateur total. Et c'est là où je me rends compte qu'il va falloir que je m'intéresse à ce qu'est le métier de scénariste. Mais en fait, il y a très très peu d'outils pour apprendre à écrire le scénario. Et le métier de scénariste, d'ailleurs, en tant que tel, personne n'en parle. Tout le monde parle des réas. On est encore, maintenant c'est moins le cas, mais on est encore vachement axé sur la nouvelle vague et tout ce qui va être le culte, le réalisateur roi, etc., quoi. Donc voilà, ça va être ce moment de doute où je vais ensuite décider de faire l'ESRA. Donc je vais ramasser suffisamment d'heures pour pouvoir avoir accès au chômage, à des aides d'écriture. Encore une fois, j'ai rien du côté de ma famille et rien du côté de la famille de ma compagne. Donc on est vraiment tous les deux avec le gamin. C'est très compliqué. Et je me dis, bon, si j'arrive à avoir suffisamment d'heures, l'idée vient d'ailleurs de ma compagne qui me dit, écoute, essaye de faire une école de cinéma, tu n'as pas fait la FEMIS, mais il y a des écoles de cinéma privées, et puis on va essayer de voir comment on peut s'arranger et essayer de trouver le moyen de faire une école quand même. Donc là, il faut que j'arrive à réunir suffisamment d'heures, et donc je vais les avoir vraiment très très ric-rac, mais je vais réussir à avoir mes heures pour pouvoir avoir accès à l'époque, ça s'appelait l'allocation formation reclassement, et pouvoir faire en fait l'ESRA, pouvoir passer le concours, il faut quand même réussir le concours, et faire ensuite 3 ans d'ESRA, donc ça fait en tout 8 ans, les 50 beaux-arts, et ce grand moment de doute, et ensuite, donc, qui va s'étaler sur plusieurs années, je ne sais plus combien, 2-3 ans, et puis ensuite, je vais retourner ensuite sur les bancs de l'école avec l'ESRA, et je vais refaire 3 années d'ESRA pour apprendre véritablement à écrire. Sachant que la discipline la moins bien lotie à l'époque à l'ESRA va être celle du scénario, évidemment. Personne n'a vraiment encore, comme aujourd'hui, une exigence sur le scénario en tant que métier. On part encore trop avec l'idée que c'est quelque chose qui relève d'une forme de talent. Tout ça, après, par la suite, va vachement bouger. Mais à l'époque, c'est encore ça, quoi. On est encore très axé sur lauréat. Question 4. Le mentor. Est-ce que quelqu'un t'a guidé pour te lancer ? Ten of Swords. On reste dans la misère. J'ai vraiment la main axée là-dessus. Donc là, on a vraiment clairement un mendiant au bout du bout qui tend un espèce de gobelet. Il est tombé dans l'alcool. Non, là, c'est vraiment le clochard, quoi. Le 10, c'est un chiffre de transition. Le 10 d'épée est la carte de la dépression. Elle invite à se rafraîchir les idées sous peine de perdre l'esprit. Il est peut-être autant de penser avec son cœur également. Je vais aller contre la carte, en fait. Ce côté dépression est plutôt pour moi lié à ce qu'il y avait dans le refus de l'appel. Ça a été vraiment très dur parce que c'est vraiment une grande période de doute énorme où il n'y a que les conditions matérielles, en fait. Ce côté, il faut à tout prix gagner de la thune, etc. Or, rencontre avec le mentor, alors déjà, c'est pas le mentor, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs mentors. Et à chaque fois, ces mentors ont été des boosters, des choses qui maintenaient cette envie de s'y coller, de tenir une ténacité, on va dire ça comme ça. Donc c'est des choses qui m'ont fait sortir de cet aspect-là de la carte. Et donc, alors, c'est qui les mentors ? D'abord, c'est pas une rencontre. La rencontre va être... évidemment, il va y avoir Hervé.
mais il va venir après. Première rencontre, c'est d'abord une rencontre livresque. Il y a pas, je suis tout seul en train de faire mes trucs, je suis serveur ou d'autres boulots, je fais de la manutention, plein de trucs. Bon. Donc c'est d'abord un cadeau de ma compagne, qui est le bouquin de Yves Lavandier, La dramaturgie. Et ça a été... donc ce bouquin, je l'ai encore. Et depuis, j'ai pu rencontrer Yves et je lui ai fait signer. C'était un très joli moment parce que c'est vraiment quelqu'un... donc là, je sais pas, on est en 94, 93, 94, un truc comme ça. Les bouquins qu'il y a quelques livres sur le scénario en France, mais c'est des bouquins extrêmement théoriques. Très théorique. Toujours sur la question, qu'est-ce que le scénario? Qu'est-ce que le scénario? C'est pas encore le film, est-ce que c'est une partie du film? Il n'y a rien, enfin très peu de choses sur voilà comment on écrit. Avec un petit côté, je fais exprès de le dire comme ça, recette qu'on recherche au début parce que ça sécurise, parce que ça... Bon. Donc ça va être d'abord le livre de Lavandier qui va être déterminant et qui va énormément m'aider à poser. En fait, lui, il est allé chercher tout ça à UCLA, hein, puisque il était étudiant à UCLA et j'imagine qu'il a rencontré ce que j'apprendrai par la suite, les enseignements d'Édouard Meublé, etc. Mais à l'époque, j'ai absolument rien là-dessus, parce qu'on n'a pas du tout accès à de l'international. J'entends parler de Sitfield, mais je ne peux pas lire du Sitfield, c'est très compliqué d'avoir les livres. Je les aurai par la suite. Et donc, ça va être le premier livre vraiment important. Et ensuite, il va y avoir justement Dixit qui va commencer à sortir, le bouquin de Vogler, avec les grandes étapes de Campbell remis au goût du jour par Vogler. Ça va être un petit peu les premiers mentors. Ensuite, il va y en avoir un deuxième, là, celui-là, je ne peux pas ne pas le citer. Là, commence à y avoir Internet. Et je suis le premier, donc ça je le sais de sa bouche, je suis le premier à m'intéresser à son travail et à commander son travail depuis la France. C'est John Truby, avec donc ce qui n'est pas du tout à l'époque, The Anatomy of Story n'est pas encore du tout sorti, il n'a pas encore de livre. Il fait des conférences qu'il a enregistrées sur des CD, on n'est pas encore sur le MP3, et je vais commander ces CD, les faire venir des States, donc là il n'y a pas Amazon, il n'y a rien, je mets quasiment 3 semaines à recevoir les CD, je les ai à la maison, tout ça c'est collector, et donc je suis nul en anglais. Donc j'ai ces conférences sans aucun sous-titre, rien que dalle, et je vais bosser mon anglais. Je vais vraiment reprendre une méthode à 6000 américains, etc. Je vais bosser mon anglais pour pouvoir écouter les travaux de Truby et m'intéresser de toute façon à ce qui se fait en anglais. Donc c'est là que je vais commencer à pouvoir commander les Sitfield et ce genre de choses. Mais encore une fois, il n'y a pas Amazon à l'époque. Je suis obligé de commander par le biais de la Bifi en Angleterre. Enfin, c'est compliqué. Mais il commence à y avoir un peu plus d'international. Et donc, je commence un petit peu plus à avoir accès à du matériau américain. Et je me rends compte, là, d'un seul coup, qu'il y a un truc énorme, donc ça va être les Robert McKee, etc. Bon. Mais John Truby va être vraiment, vraiment déterminant. Pour parler un tout petit peu de technique, ça peut intéresser les gens qui m'écoutent. C'est le seul qui ne pense pas du tout, pour l'instant je dis le seul, qui ne pense pas du tout en acte, mais pas du tout, John Truby. Et ça, c'est vraiment intéressant. Même Vogler va essayer de faire rentrer Campbell dans un système en 3 actes, avec le passage du seuil qui correspond au plot point chez Sitfield, etc., etc. Là, lui, il ne pense pas du tout en acte. Et j'ai envie de dire, je vais un petit peu taquiner mon ami Yves, mais Yves Lavandier, en fond, ses actes ne sont pas du tout les actes de Sitfield et les actes de Linda Seeger et les actes de tous les autres. Il voit vraiment le premier acte comme une sorte de prologue, ce qui serait vraiment juste l'équivalent du monde ordinaire chez Campbell, et le 3e acte comme étant une sorte d'épilogue qui serait l'équivalent du retour avec l'élixir. Point. Et donc si on pense comme ça, en effet, on se peut se dire, oh, bah, putain, il y a un acte 2 qui est qui est l'œuvre même. Et Yves n'aime pas trop John Truby, enfin je sais qu'il n'a pas une affection particulière pour lui, et moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que d'un seul coup, le fait de penser en termes d'étapes, qu'on peut mettre un peu dans l'ordre qu'on veut. Alors évidemment, tu vas pas mettre Visit to Death au début, ça n'a pas de sens. Donc il y a évidemment une sorte quand même de chronologie qui se met en place, mais tu peux très bien démultiplier certaines étapes, en enlever. L'important, c'est que ça compose un peu l'histoire. Dans cette histoire, il se doit d'y avoir, c'est pas les étapes de Campbell. On n'est pas du tout dans, après cette étape-là, on a celle-là, puis ensuite on a celle-là, ce qu'on peut retrouver maintenant chez des Black Snyder, etc. Là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans un truc qui est, voilà ce qui compose une narration. Et l'autre point qui va énormément me plaire, qui va être une source d'inspiration très importante pour ma propre méthodologie, c'est
le rapport qu'il y a entre plot et caractère. Et comment l'intrigue et personnages doivent à tout prix se corréler et qu'il y a des étapes clés. Je pense en l'occurrence à Attack of a Lie, par exemple, qui est vraiment l'attaque de l'allié, qui est à la fois un moment qui peut être un vrai retournement sur l'angle de l'intrigue et en même temps quelque chose qui va toucher le personnage et l'obliger à se remettre en question. Donc on va avoir autant des choses très très plot comme audience revelation, la révélation au spectateur, donc ce que Lavandier appellerait l'ironie dramatique. Un seul coup on dit au spectateur quelque chose que le protagoniste n'a pas. Donc ça, c'est souvent des choses qui servent à créer du rebondissement. On peut penser à la mort aux trousses, etc. Bon. Ou l'inverse, avoir des choses très, très, très ambiguës. Comme, alors il y a le vraiment need, le need qui est vraiment, par exemple, quelque chose purement personnage, mais des étapes un peu ambiguës. Revelation, on peut en faire ce qu'on en veut. Ça peut être une révélation à la Agatha Christie, comme ça peut être une révélation pour le personnage. D'un seul coup, il se voit comme il ne s'est jamais vu, etc. Donc tout ça était vraiment très intéressant parce que ça me permettait vraiment de faire un tissage, de penser tissage. Et je pense que c'est quelque chose qui doit se voir, surtout dans Sambre, par exemple, où on a énormément de mal à voir, et ça j'en suis très très fier parce que c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à acquérir, à avoir énormément de mal à voir ce qui relève de l'intrigue et ce qui relève de l'évolution du personnage. C'est vraiment quelque chose, réussir à tisser à un point où l'évolution du personnage fait partie de l'intrigue en elle-même. Bon, et ça, c'est vraiment Troubi qui m'a amené cette chose-là, qui m'a amené ensuite à penser avec ma propre technique. J'enseigne après dans des séminaires. J'appelle ça les angles. L'angle du personnage, l'angle de l'intrigue, l'angle de l'arène et l'angle du thème. Voilà. Et de réussir à faire en sorte que ces 4 angles soient quelque chose... Ça vient vraiment de Troubi. Ensuite, évidemment, physique, c'est Hervé. Hervé va m'amener, voilà, après j'arrête, mais ces 3-là sont importants. Yves en premier, John Troubi après et Hervé en troisième. C'est quelqu'un qui va m'amener à penser mise en scène. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je pensais histoire et, comme je viens du graphisme, direction artistique. Lui, il va m'amener un truc qui est nouveau, qui est la direction artistique, c'est une chose, la mise en scène, c'est autre chose. La mise en scène, ça implique, je reprends ces termes, un dispositif de mise en scène. C'est-à-dire, comment tu comptes réaliser, donc là, c'est la parole d'un réalisateur, qui est scénariste aussi, mais qui est réalisateur, comment tu vas réaliser l'œuvre, parce que la manière dont tu vas penser la réalisation de l'œuvre, donc les moyens techniques, le dispositif de mise en scène, le type d'acteur, comment tu vas les diriger, etc., va influencer l'écriture. Et l'écriture influence le dispositif de mise en scène. Et moi, jusqu'à maintenant, même si j'avais fait des petits courts-métrages en l'ESRA pour m'amuser, pour voir un petit peu de quoi, je n'avais pas du tout pensé ces choses-là. Je voyais uniquement la direction artistique, et ensuite le reste, c'était de la technique. Et c'était plus ou moins... j'espère avoir les moyens financiers de pouvoir faire le truc. Et si je ne les ai pas... il va falloir que je revoie à la baisse. Oui, mais ça veut dire quoi, revoir à la baisse? Le risque de revoir à la baisse, c'est que si tu finis avec du cheap, et ça ne doit pas être cheap. Et le talent d'Hervé, c'est... Non, mais ça ne doit jamais être cheap, donc on ne voit jamais à la baisse. On revoit la manière de raconter l'histoire. On revoit la direction artistique. On revoit en fonction de ce qu'on va avoir. Donc en gros, on réécrit, mais pas pour enlever, pas pour faire moins, pas pour être à la baisse. Non, on revoit comment on peut réussir à tirer un truc top avec ce qu'on a. Ça devient, pour faire comprendre ce que je veux dire, ça devient Festen. Vous voyez, en un seul coup, Festen, c'est sûr que ça coûte pas cher. C'est un tout petit film en termes de budget. Mais c'est un grand film parce que tout est pensé en fonction de ça. Il n'y a jamais, à aucun moment, tu dis « Oh putain, ils n'ont pas eu de thunes ». Tu dis juste « C'est cohérent ». Et donc ça se pense au moment vraiment de l'écriture. Et j'en parlerai sûrement après. L'œuvre dans laquelle j'ai le plus appris là-dessus, c'est Au-delà des murs. Parce que comment faire du fantastique avec 3 balles, c'est Arte. On a des budgets d'Arte, on n'a même pas un budget de France Télévisions, on a un budget d'Arte. Comment tu arrives à faire du fantastique avec 3 balles, sans le talent de Hervé, mais même pas je l'aurais
accepté même de rentrer dans une aventure pareille. C'est-à-dire que je savais que il y aurait une parfaite cohérence entre ce que j'avais en tête et ce que lui pouvait faire avec les moyens du bord et ce que j'étais en train de penser, ce que j'étais en train d'imaginer. Donc voilà, gros moment d'apprentissage sur le plan, je dirais pas du tout technique parce que c'est de l'artistique en réalité, mais sur le rapport qu'il peut y avoir entre justement les besoins matériels, les nécessités techniques, et puis ce que toi tu as en tête, ton imaginaire, ça voilà. C'est les 3 mentors. Pour le coup, les 3, je les ai rencontrés. En vrai d'ailleurs, ça c'est un vrai plaisir. Question 5. Le passage du seuil. Quel a été pour toi le point de non-retour ? Ace of Swords. Un gars, soixantaine d'années, avec une belle barbe, en train de boire. Alors j'aurais dit un alcool, mais en fait j'ai tellement froid que je pense que c'est une bonne tasse de thé, devant la fenêtre. Dans un lieu assez cossu, mais très moderne, contrairement à tout à l'heure avec la femme qui lisait. Le chiffre 1 évoque la force primordiale, l'énergie brute, la graine qui va éclore. L'as d'épée peut donc tout simplement faire référence à une nouvelle idée, mais aussi au fait d'affronter ses problèmes avec logique et analyse, de savoir se montrer raisonnable. Alors là, très clairement, la sortie de mon tout premier film, coécrit avec Sébastien Thibaudeau, qui aujourd'hui travaille dans l'animation, avec Ladybug, qui a donc fait l'ESRA avec moi. Et on a écrit plusieurs scénars ensemble. Et il y en a 2 qui ont vu le jour, Les Irréductibles et par la suite Entre deux ombres. Alors c'est très drôle parce que Entre deux ombres a été écrit avant Les Irréductibles, mais ça a été clairement les 2 autres films qui ont permis à Entre deux ombres d'exister. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai ressorti le travail qu'on avait fait tous les 2 après... Voilà, qui, je pense, n'aurait pas vu du jour s'il n'y avait pas eu les 2 autres avant. Et les 2 autres avant sont Les Irréductibles, donc on a coécrit pour le cinéma, avec Jacques Gamblin, Cadmerade, Valérie Caprisky, belle brochette de comédiens. C'était une comédie, ce qui a priori, j'en ai jamais refait. Mon idée de départ, c'était de faire une comédie anglaise, type The Full Monty, Les Virtuoses, etc. Toutes ces comédies sociales. Maintenant, il y en a eu beaucoup qui ont été faites, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et c'était tiré sur un pitch qui n'était pas de moi, qui était du producteur, Laurent Thierry, qui voulait faire quelque chose sur le bac, mais qui ne soit pas les sous-doués passent le bac. Mais quand même, il voulait que ce soit une comédie autour du bac, etc. Et j'avais vu un documentaire sur des gens qui avaient une quarantaine d'années, qui se retrouvaient à passer le bac. 40 balais, donc tu te dis pourquoi ils passent le bac. Et donc c'était tout le témoignage de ces gens, pourquoi ils éprouvaient le besoin de passer le bac. Soit ils l'avaient raté, soit ils avaient jamais même fait de terminale ou quoi, ils voulaient à tout prix passer un bac et un candidat libre. Et donc pourquoi d'un seul coup tu éprouves le besoin de passer le bac et dedans il y avait des prémices de ce qu'il y a dans le film, c'est-à-dire un besoin d'exister, d'être reconnu, quand tu es dans un passage difficile, donc je sais pas, tu as perdu ton boulot, ce genre de choses. Et je trouvais ça très intéressant de partir là-dessus, et Sébastien, qui adore les comédies à l'anglaise, a suivi sur ce coup-là, et puis donc on s'est retrouvés à penser ce travail ensemble. Mais encore une fois, il y avait Entre deux ombres qui avait été écrit avant, qui là était pur thriller. Et je trouve qu'après, je vais faire aussi l'embrasement pour Arte sur la mort de Zied et Bouna. Et donc ces 2 gamins qui sont morts avec... donc Muettine a survécu, mais ils étaient 3 à se réfugier dans une centrale d'EDF parce qu'ils étaient poursuivis par les flics. Et ce qui est intéressant, c'était le mensonge d'État de ce charmant Nicolas Sarkozy qui maintenant a un petit bracelet à la cheville. Quelle indignité. Qui raconte absolument n'importe quoi, le procureur de la République raconte n'importe quoi. On était déjà dans... Bon, maintenant, ça devient coutumier d'entendre n'importe quoi de la part de nos hommes politiques, et c'est assez désastreux, parce que ça décrédibilise énormément la politique. Et là, ils racontaient n'importe quoi sur « non, ils n'ont pas été poursuivis, alors que bien sûr que si, ils ont été poursuivis. Aujourd'hui, c'est acté, ils ont été poursuivis. » Bon. Et donc, pourquoi ils ont été poursuivis? Qu'est-ce qui a amené à ça? Et là aussi, c'était une œuvre sociale, encore une fois, sociale et politique. Et je me suis toujours baladé, en fait, entre une envie de faire des œuvres sociales, politiques, engagées, Sambre en fait partie,
Mais, et puis des œuvres plus, comme Au-delà des murs, etc., beaucoup plus fantastiques, qui là me ramènent beaucoup plus à mes désirs d'enfance, en fait, hein, mon refuge, comme je disais tout à l'heure, la Stephen King, ou les jeux de rôle, ou la BD, un refuge. Et en même temps, des œuvres beaucoup plus impliquées, parce que là, c'est plutôt la dimension un peu philo dont je parlais tout à l'heure, qui m'a amené à un engagement politique que je ne cache pas. Il suffit d'aller sur ma page Facebook et on voit très bien ce que je pense. Et donc, encore aujourd'hui, je me balade sur des écritures qui sont à la fois du thriller et à la fois des œuvres sociales. Donc, la première œuvre qui va voir le jour, c'est évidemment Le Passage du Seuil, parce qu'il y a un avant et un après. Hein. Quand tu as quelque chose qui voit le jour, qui sort, dans lequel il y a des critiques, d'un seul coup, tu regardes ton travail, ça y est, il existe, il a été réalisé. C'est plus encore, je pense, qu'un roman, parce qu'un roman, ça reste ton texte. Là, il est clairement réinterprété c'est une œuvre de collaboration d'écriture audiovisuelle. Donc, c'est réinterprété par un réalisateur, c'est réinterprété par des comédiens, c'est réinterprété par toute une équipe, que j'aime pas dire technique, parce qu'elle n'est pas technique, c'est artistique. C'est derrière la chef-op, c'est artistique, la déco, tout ça est artistique. Donc, il y a un moment, tu vois le son, qu'on oublie souvent de parler, tu vois d'un seul coup quelque chose, la musique, d'un seul coup ça prend vie, et ça prend obligatoirement vie différemment de ce que tu avais en tête, automatiquement. De toute façon, que ce soit en mieux ou en moins bien, ou en pareil, automatiquement c'est différent. Et donc là, ça permet de voir ce qui marche pas, par rapport à la cohérence de départ. Je me souviens très bien dans Les Irréductibles, j'étais dans la salle de cinéma, et d'un seul coup, je découvre le film, parce que j'ai pas pu voir tout ce qui relevait des avant-premières. Donc là, j'ai découvert ça dans la salle de cinéma avec un public, et d'un seul coup, je vois donc dérouler le film, donc mon scénar, et d'un seul coup, je suis là, je me dis, juste après, il y a cette scène-là. Waouh! Comment il a fait ça? Parce que là, j'ai du mal à voir la scène juste après ce truc-là, quoi. Et pouf, Renaud Bertrand l'avait enlevé. Et là, soulagement, je me dis, il a bien fait de l'enlever. Non, ça l'aurait pas fait. Il a eu raison de l'enlever. Et voilà, c'est ce genre de chose qui est un passage du seuil. C'est-à-dire que ça, tu peux progresser à travers des retours d'un réalisateur, des retours d'un producteur, des retours même de chaîne, si c'est intéressant. C'est pas la même chose d'un seul coup de voir une œuvre dite finie, diffusée sur un écran. Je vais apprendre la même chose avec Les Oubliés. La première série qui va être diffusée, ça va énormément me faire progresser dans la série, parce que d'un seul coup, tu vois ce qui marche si tu le regardes comme ça à la suite, comme une sorte de long film de 6 heures, et tu te mates ça en binge-watching sur 2 jours, et puis ce qui relève d'un seul coup d'une série. Alors même si nous on fait des séries courtes de 6 épisodes, il faut imaginer ce que c'est des séries de 22 épisodes, tu vas pas faire du binge-watching comme ça, et donc là c'est bel et bien dans une écriture qui est pas la même. Et Les Oubliés, c'est pareil, c'est pensé comme un long film découpé en chapitres, et il y a des trucs qui marchent moyen, parce que alors, en soi l'œuvre fonctionne, je l'aime beaucoup, mais en tant que série, non. Parce qu'il y a des choses qui, quand tu te retrouves en ouverture d'épisode 5 sur le personnage de Jacques Gamblin, Janvier, qui suit un autre mec pendant 8-9 minutes dans une bagnole, où tu as un petit côté, en toute modestie, mais tu as un petit côté le samouraï, où ça parle pas pendant 10 minutes, et tu suis comme ça un personnage. Sauf que t'es pas dans un film, enfermé dans une salle de cinéma, t'es au 5e épisode d'une série, tu zappes un peu ta Bricorama, c'est sympa. Sur TF1, t'as « Ouais, venez avec nous, c'est la fête !» D'un seul coup, tu te dis « Waouh, le gars qui suit pendant 9 minutes sans dialogue, le truc, c'est même pas un teaser. » C'est pas bien pensé pour une série, c'est pas bien pensé. Et ça, tu peux pas t'en rendre compte tant que tu es sur un objet écrit, qui est le scénario, qui est en fait encore une forme de littérature. Alors ça ne l'est plus, hein, je ne dis pas qu'un scénario est un livre, mais c'est quand même une forme encore de littérature. On est encore dans une expression écrite. Là, d'un seul coup, on rentre vraiment dans du visuel, avec un public, avec des conditions.
celle de la télé à une certaine heure n'est pas celle du cinéma. Il y a des choses qui fonctionnent dans l'un et qui ne fonctionnent pas. Donc pour moi, quand on dit la série remplace, non, c'est comme le cinéma n'a jamais remplacé le théâtre. Tout ça, ce sont des conditions d'expression très différentes où tu ne vas pas avec la même humeur. Et donc toi, en tant qu'auteur, tu n'écris pas de la même façon. Et c'est donc là aussi où je mets un petit bémol avec Yves Lavandier qui disait, maintenant il en est un petit peu revenu, mais qui disait à une époque, il y a des règles dramaturgiques, elles sont valables pour tout. Alors, c'est vrai que dans son livre, il cite plein de choses différentes et c'est très très bien parce que ça aussi, c'est un vrai plaisir de pouvoir lire des exemples autant dans la bande dessinée que dans le cinéma, qu'au théâtre, avec des vieilles pièces de Molière, de Sophocle, etc. Ça, c'est super, c'est vraiment très très riche. Et en même temps, d'un point de vue purement pratique, je dis attention, non, il y a quand même un apprentissage d'un médium. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a des règles dramaturgiques qui sont transmédiums, il a raison, et en même temps, c'est pas parce que tu maîtrises cette règle dans le cadre de ce médium que tu vas la maîtriser aussi dans le cadre d'un autre médium. Ce que tu peux maîtriser là, tu le maîtrises dans de la BD parce que tu as fait de la BD, parce que tu connais très bien la BD. Quand tu vas passer au cinéma, ça va être toute autre histoire, alors que c'est toujours les mêmes outils, pour rester sur les termes de Deuil, c'est toujours les mêmes outils que tu utilises, mais le fait de passer dans un autre médium t'oblige à repenser littéralement le médium. Et c'est là le passage du seuil. C'est d'un seul coup de me rendre compte que je suis dans un métier de l'écrit, mais en fait, je m'adresse à... je pense en images, donc et donc je dois être cohérent. Donc c'est normal aussi que le réalisateur, par exemple, interprète les choses autrement, que l'acteur n'ait pas joué exactement comme moi je pensais qu'il allait jouer, que ça fait partie de la règle du jeu. Et c'est parfois... hyper plaisant, parce que tu te dis, si tu es honnête avec toi-même, tu te dis, ça, c'est mieux que ce que j'avais dans la tête. Et des fois, c'est pas le cas, et des fois, c'est la même chose. Des fois, tu te dis, wow, au fond, c'est à peu près pareil. Autant, bon, t'aimes pas être déçu, autant quand tu es agréablement surpris, c'est un pied pour moi formidable de me dire, je voyais pas ça comme ça, mais c'est vachement intéressant. C'est des fois même juste différent, mais qu'est-ce que c'est intéressant? La façon dont il a vu exactement ce que j'avais écrit, pourtant, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Donc ça a été un... Ouais, on passe un seuil. Quand on vit ce truc-là, on passe un seuil. Question 6. Les gardiens du seuil. Quelles ont été les premières épreuves à traverser pour t'accomplir dans ta carrière? Seven Swords. Là, c'est clairement quelqu'un qui attend dans le métro. Hein. Ouais, c'est clairement un bout de métro qu'il y a là. Quelqu'un qui attend et qui semble noter quelque chose. Tout en écoutant de la musique... Il semble noter quelque chose sur un calepin, un truc qui lui vient à l'idée. Ah, et il y a quelqu'un qui est en train de lui piquer un truc dans le sac, qui se sert de ce moment d'inattention où alors elle n'entend pas, elle est concentrée sur son carnet, et donc le mec qui passe derrière va profiter du fait qu'elle soit un peu fermée sur elle-même pour lui piquer un truc dans le sac. Et je pense que c'est le métro new-yorkais. Le chiffre 7 symbolise la détermination. Le 7 d'épée est plutôt une carte négative, puisqu'on l'associe invariablement à la trahison. Elle évoque ainsi le fait de se tromper, d'être manipulé, trahi, mais aussi l'avarice, la nécessité de se méfier de son entourage, ou le fait de mentir aux autres et à soi-même. La carte peut aussi aborder l'idée du sacrifice de soi. Ah ouais, alors là ça colle bien avec la carte, là pour le coup, il y a des choses qui collent bien avec la carte. Alors là c'est le moment où je commence à rentrer dans le métier en fait. Donc je commence à découvrir ce qu'on appelle la profession. Ça aussi, c'est un passage du seuil différent, mais c'en est un aussi, avec un gardien du seuil. Là, c'est le moment où je vais apprendre à composer avec les producteurs, les réas, et surtout, je pense que le truc le plus... S'il y a une image du gardien du seuil, ce serait plutôt les diffuseurs. C'est vraiment les diffuseurs. C'est là où se joue quelque chose qui fait que ton œuvre va voir le jour ou pas. Des producteurs aventuriers, t'en trouves. Alors, il ne faut pas trop qu'ils soient trop aventuriers non plus, parce que sinon, ils partent avec pas grand-chose. Et après, c'est sur toi que retombe la responsabilité de l'œuvre ratée, on va dire. Parce qu'il n'y a pas les conditions pour pouvoir la faire bien. Les diffuseurs, c'est autre chose. Ça devient beaucoup plus politique au sens large, pas politicien, mais pas droite-gauche, mais politique au sens l'organisation d'un système. Donc
Donc le système en question est celui de l'audiovisuel, et là, il y a clairement... en France, il y a, je pense, beaucoup trop de pouvoir donné aux diffuseurs. Il y en a beaucoup moins, même en Angleterre, dans d'autres pays du Nord, etc. En France, il y a vraiment un droit de vie ou de mort sur des projets jusqu'à la toute fin. Donc, c'est ce que je vais vivre d'ailleurs avec la saison 2 de Pigalle. C'est-à-dire que c'est quand même 2 ans de travail qui vont être abandonnés parce que, pour moi, je l'interprète comme un coup de tête de Canal à ce moment-là, qui se dit en fait non, on n'y va pas. Alors qu'il y a un engagement de la part de tout le monde, y compris des gens de l'équipe, de l'ancienne équipe de la première saison, qui était prêt à partir sur une deuxième, donc qui s'était réservé, etc. C'est vraiment un truc dur. Et je me rends compte dans des rapports de force qu'il peut y avoir avec les gens du métier. Alors moi, je vais tomber à un moment où avec les réas, ça va être un petit peu plus cool, parce que bon, déjà, il y a Hervé, c'est une vraie collaboration, c'est quelqu'un qui ne me met pas du tout à l'écart, contrairement à certains réas qui veulent tout récupérer pour eux et qui sont prêts à foutre le scénariste complètement à la poubelle, et à s'accaparer complètement le truc, à dire en gros que c'était eux qui étaient à l'origine de tout. Bon, c'est pas du tout l'esprit de Hervé. Je le salue et je l'en remercie. C'est quelqu'un d'honnête et de moral, et ça c'est quand même très très appréciable. Et bon, il y a de plus en plus de réalisateurs qui sont dans cette école-là, qui tout en étant des artistes, ne mettent pas les collaborations de côté et acceptent que ce soit une expérience humaine commune. Parce que de toute façon, le scénariste, même s'il ne le voulait pas, il est obligé de faire avec. Mais le réa, il peut, grâce à ce truc nouvelle vague un peu chiant, ça serait bien qu'on dépasse littéralement ce truc-là, parce que c'est ras-le-bol, mais qui accepte de plus en plus justement cette idée que c'est un travail de collaboration, alors qu'à une époque c'était pas du tout, c'était la personne récupérait tout et c'était elle qui était à l'origine de tout, et même quand il y avait un travail artistique, même sur le tournage, hein, c'était très rare qu'on cite derrière ce qu'avaient pu apporter les autres, on va dire. Bon, tout était entièrement axé sur le réa. Donc ça, c'est très bien, ça a bougé. Donc moi, j'ai pas eu ce problème-là avec Hervé. Ce que lui a pu amener, mais je pense que c'est pas lié à lui, c'est vraiment lié à une époque. Il y a eu un mouvement qui a fait que, pour les scénaristes, c'était plus facile de s'imposer et donc de pas se retrouver entièrement vampirisé par le réa. Donc je mets de côté un peu le réa en tant que gardien du seuil. Si tu choisis un bon réa, a priori, la personne ne rentre pas dans cette espèce d'accaparement de tout. Elle sera capable de citer le travail des autres et surtout celui du scénariste. Parce que c'est quand même le moment avant tournage, hein, où l'œuvre se détermine. Les producteurs, c'est pareil. On dit beaucoup de mal des producteurs, mais ça dépend. Si tu as des producteurs qui sont complètement vendus aux chaînes et qui pensent qu'en termes de chiffre d'affaires, bon, il n'y a pas beaucoup d'ambition. Il y a de l'arrivisme, il y a de l'avidité, mais il n'y a pas de l'ambition. L'ambition, c'est quand même autre chose, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus noble. Donc si tu rentres vraiment dans le producteur qui pense qu'en termes de chiffres et à l'achat de sa prochaine villa, bon, bah, évidemment qu'il y a là mais il faut pas aller chercher ces gens-là, ils sont inintéressants. C'est pas avec eux que tu vas faire bouger quoi que ce soit. Donc à moins que tu veuilles toi-même ta prochaine villa, donc dans ces cas-là, il y a un mariage qui s'opère. Mais si tu as vraiment plus d'ambition que ça, tu vas pas aller vers ces gens-là. Mais tu vas trouver des producteurs qui ne sont pas là-dedans. Des producteurs qui produisent pour le plaisir de produire et qui ont envie de produire des belles choses. Donc ça, tu vas en trouver. Les chaînes, c'est beaucoup plus difficile. Il y en a beaucoup moins. Même avec les plateformes. Alors, les plateformes, là, je parlais de productivisme. On est complètement là-dedans. Donc il y a des belles choses qui se font, mais c'est par opportunisme. On peut penser à du Netflix qui va aller chercher du Cuarón, qui va faire un Roma de Cuarón, une œuvre magistrale, mais parce que c'est Cuarón, qui va faire du Scorsese, parce que c'est Scorsese, qui va faire du David Fincher, parce que c'est David Fincher, mais toi tu viens moins connu, machin, bah non, une œuvre comme ça, avec l'histoire d'une femme de ménage en plein Mexique dans les années 70 en noir et blanc, t'imagines bien que si tu t'appelles pas Cuarón, Netflix va pas te dire oui, quoi. Donc c'est ça l'ambition. L'ambition, c'est d'aller trouver les futurs Coralie Farja, les futurs Ducournau, etc. D'aller chercher des gens qui sont dans des domaines un peu compliqués. Je fais exprès de citer de l'horreur parce que c'est pas un truc facile à produire. Et en plus par des femmes, et qui va et un producteur qui va comme ça permettre à travers
son ambition à lui d'aller chercher des jeunes auteurs ou des jeunes autrices. Et donc du coup, c'est beaucoup là, je pense, que j'ai appris à faire très attention. Et sur Pigalle, j'étais très content d'avoir Canal. Canal m'a fait rêver dans les années 80, clairement, ça m'a fait rêver. D'avoir Canal qui voulait travailler avec nous, c'était d'enfer. Et en même temps, c'est pas là que j'ai été le plus libre. Sur Pigalle, ça a été très très compliqué. La saison 2 a été abandonnée. Depuis d'ailleurs, j'ai jamais été amené à refaire des choses avec eux. Et en fait, j'ai beaucoup plus travaillé avec France Télévisions, avec Arte, et j'ai été beaucoup plus libre. Enfin, nous avons même avec Hervé, et moi tout seul, beaucoup plus libre avec France Télévisions et Arte qu'avec Canal, qui n'est pas du TF1, certes, ou du M6, mais qui quand même a des... Allez, on va être gentil, on va parler de ligne éditoriale, mais moi je dirais des impératifs commerciaux forts, du coup qui déterminent une ligne éditoriale très particulière. Ouais, c'est quand même là que je me suis le plus frotté à ce qu'est le métier, ça a été dans cette période-là. Surtout que je suis passé des oubliés pour France 3. Enfin, on nous a laissé faire. Bon, même là, j'ai pas revécu ça, si ce n'est peut-être Alexandre. Vraiment une vraie carte blanche. Quoique Signature, pareil, ils m'ont pas embêté avec Signature. Une vraie carte blanche à Pigalle, où c'était pas du tout une carte blanche. Il y avait des impératifs liés à la chaîne, où ils voulaient un Pigalle beaucoup plus, on va dire, violent, mafieux. À l'époque, c'était très axé sur sexe, violence, corruption, enfin très axé là-dessus, à la maison close, quoi. Et nous, on voulait un Pigalle qui est dans lequel il y avait de ça fait partie du quartier, mais on voulait qu'il y ait aussi le côté Moulin Rouge, la musique, comment la peinture, le côté comment spectacle, burlesque, etc. On voulait, enfin, tout ce que Hervé a quand même réussi à intégrer, malgré tout, mais avec beaucoup de difficultés, parce que ça les faisait chier. Quand ils ont compris en saison 2 qu'on allait aller beaucoup plus là-dedans que dans le côté les caves en torture des filles, ils ont fini par lâcher l'affaire. Question 7. L'approche. Y a-t-il eu des préparatifs particuliers avant ta première réussite créative? 9 of Pentacles. À nouveau, quelqu'un qui regarde par la fenêtre. Ils aiment bien regarder par la fenêtre dans Starro. Avec des petits magazines sur une table. Elle boit un petit café en regardant au loin une ville, type New York, hein, avec à la fois modernité, des grandes tours, avec une grande et jolie baie vitrée. Elle a quelque chose sur la tête, je pense que c'est une serviette. Moi, c'est ce que je dirais, une serviette. Elle sort peut-être du bain avec un peignoir, un truc dans le genre. Elle est en train d'apprécier le matin qui se lève. Le chiffre 9 est synonyme d'accomplissement. Le 9 de denier est la carte de l'indépendance. Elle symbolise une grande réussite matérielle, le confort et la jouissance. Peut-être trop pour vous garder motivé. C'est aussi l'idée d'une nouvelle vie qui s'annonce. Si je dois regarder ça comme ça, c'est pas du tout une image apaisante comme celle-là, parce que là, on est vraiment... Enfin, l'image représente quelque chose de très apaisant, alors que ce moment-là n'est pas un moment apaisant. Toute cette période qui démarre avec le passage du seuil, là, avec l'idée de la sortie des Irréductibles jusqu'à Pigalle, et même ce qui va suivre après, c'est un moment un peu frénétique où ça n'arrête pas, en fait. Les projets s'enchaînent les uns avec les autres. C'est comme ça, d'ailleurs, que va se constituer le duo Admar-Herpoux. Il va se constituer sur les projets s'enchaînent les uns à la suite des autres, et des séries, donc des choses lourdes, hein, c'est du 6 épisodes à chaque fois, des fois du 8, et ça va véritablement s'enchaîner. Donc il y a un côté un peu frénétique, où à la fois il y a le côté apprendre en faisant, et en même temps, oui, il y a une part de sacrifice, puisque c'était ça un peu l'idée, de préparatif et de sacrifice, mais la préparation en elle-même, pour moi, elle se fait plus avant le passage du seuil. Tu vois, c'est plus le moment que je disais tout à l'heure, avec les rencontres avec le mentor, etc. C'est plus ça, pour moi, c'est là où ça se prépare, où je me prépare. Là, c'est plus un métier qui s'installe, et qui s'installe de manière assez étonnante, parce que il
n'y a pas de galère, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que les choses sont... À peine j'ai terminé une série, qu'il y en a une autre qui se met en branle. Je me suis retrouvé à... Je venais de finir l'écriture de Pigalle, que j'étais déjà sur l'écriture de Signature, et déjà sur l'écriture de la saison 2 de Pigalle, au moment où elle est, etc. Donc ça a été un moment avec... je me retrouvais avec... Là-dessus, il faut rajouter des projets qui ne sont pas faits. Et donc, qui sont quand même écrits. Donc, je me suis retrouvé vraiment à un moment à écrire, avec un côté assez frénétique, dans lequel peut-être je ne me posais pas assez pour réfléchir à ce que je faisais. Et en même temps, ouais, il y a eu un côté peut-être un peu trop poussif, en fait. Comme si chaque projet était le dernier et que si ce projet ne se faisait pas, je risquais d'arrêter le métier, on va dire ça comme ça. Et j'avais donc très peur de ça, parce que j'ai suffisamment galéré, suffisamment eu de doutes sur le fait que je n'allais peut-être pas pouvoir. Et je le sentais bien que c'était un principe de nécessité pour mon équilibre à moi. Donc il fallait à tout prix que je le fasse. Donc j'avais très peur de me retrouver vite exclu du métier, de la profession. Mais bon, c'est vraiment, on entend ça chez beaucoup de gens dans le domaine artistique, y compris les comédiens, les réalisateurs, etc. On entend beaucoup cette peur de se retrouver, bon, mais si jamais j'arrête là, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc du coup, ça a été assez frénétique et ça va quand même déboucher sur une gamelle, parce que l'approche de la caverne se termine toujours sur un truc qui nous amène à la suite, mais ce côté j'en fais va déboucher sur quelque chose involontairement, sur un moment assez sombre. Donc il y a eu ce moment sombre pour moi, où j'avais du mal à imaginer que ça pouvoir faire ce métier, etc. Et que j'étais en train de me dire, où je me retrouvais avec, justement, à faire plein de petits boulots, etc. C'était le passage refus de l'appel. Et l'autre passage sombre va être paradoxalement, alors que je suis très bien implanté dans le métier, va être en fait un moment où il y a une succession, pour moi, un peu d'échecs, qui n'en sont pas forcément d'un point de vue du projet, mais que j'ai vécu comme tels, qui vont obliger à une forme de remise en question, on va dire ça comme ça. Question 8. L'épreuve suprême. Quelle a été la première épreuve qui aurait pu tout te faire abandonner? Alors, c'est le 17, The Star. Et ah ouais, tiens, c'est bien le rapport avec Pigalle. On est dans une rue avec des néons, avec un côté ville, beaucoup de passants. Bon, c'est un bar, c'est pas un sex shop, mais Star Bar, il y a de l'effervescence. L'étoile est une carte de paix. Elle évoque la plénitude d'avoir trouvé sa place, de pouvoir s'assumer dans sa vérité nue. C'est une carte d'accomplissement qui peut aussi bien évoquer une femme sensuelle qu'une star ou la lumière des cieux qui nous montre le chemin dans la nuit. Non, c'est l'antithèse. C'est l'antithèse de la carte. C'est totalement l'antithèse pour moi. C'est le moment où je ne sais absolument pas où je vais, où je suis. Très clairement, pour ça qu'il y avait un teasing, parce que ça suit pour moi ce moment autour de Pigalle. C'est l'annulation de la saison 2 de Pigalle. C'est vraiment donc 2 ans de travail. Vraiment convaincu que la série va se faire. Il y avait quand même 4 dialogués. 4 épisodes dialogués et 4 traitements. Et chez moi, un traitement, c'est une 20aine de pages minimum. Donc, c'est des synopsis très développés dans lesquels il y a déjà des bouts de dialogue, etc. Il y a déjà même de la mise en scène, même si après tout ça va être repris en partie un peu par lauréat, mais il y a déjà des propositions, il y a déjà, je me mets déjà dans le film, quoi. Donc, un traitement de 20 pages, en faire un dialogué de 50, c'est pas très compliqué, tu vois. Déjà, tu mets les en-têtes, les dialogues, etc. Très vite, déjà, tu remplis la chose, donc c'est déjà très élaboré. Donc, quand ça va se faire annuler, on est déjà sur
projet extrêmement avancé. C'est pas juste un pilote et quelques résumés. On est déjà dans quelque chose de très très avancé. Ça, c'est le coup dur. En gros, tout ça est à un même moment. Il va y avoir la sortie de Signature. Donc Signature, ce projet autour d'un personnage qui s'appelle Thoman, incarné par Samy Bouajila, qui vit sur l'île de la Réunion et qui a eu une enfance terrible. On est vraiment dans un conte. Et qui est devenu une sorte d'enfant sauvage qui a réussi à essayer de s'intégrer comme il peut à l'intérieur de ce qu'est notre monde moderne, tout en restant dans les hauts de la Réunion, donc perdu dans la nature, et qui va se retrouver confronté à faire guide, à être le guide de Sandrine Bonner, qui recherche en fait quelqu'un, et ce quelqu'un a été tué par Thoman. Bon. C'est un projet difficile, extrêmement difficile, dans lequel il y a des très très belles choses, mais qui est un petit peu bancal, malgré tout, je le reconnais, il y a des choses bancales dedans, surtout autour du personnage de Sandrine Bonner, qui n'est pas encore, qui est pas bien là, mais malheureusement, il y a de très belles choses. La réa de Hervé est splendide, au milieu de la Réunion et tout, c'est vraiment très très beau. Et je me dis que malgré ses défauts, c'est quand même un projet qui va trouver sa place. Mais pas du tout. C'est-à-dire que personne d'ailleurs n'a retenu, autant on me cite Pigalle, on me cite Les Témoins, mais les signatures, personne ne m'en parle. Voilà. Et ça me fout vraiment les boules à ce moment-là, parce que j'ai vraiment besoin d'avoir un truc qui relève un peu... Et c'est pas le cas, donc je me tape je comprends que Signature va être une forme d'échec, même si pour moi ça ne l'est pas artistiquement. Il y a quelques bonnes critiques, mais elles boutent quand même un petit peu par rapport à ce qu'on a eu avant avec Pigalle. Il y a même des mauvaises critiques. C'est même la première fois où je me tape vraiment des mauvaises critiques. Les spectateurs ne viennent pas. Bon, bref, je me rends compte que... Bon. Là-dessus, on va s'enchaîner avec Les Témoins. Et Les Témoins, c'est clairement, surtout la saison 1. À la saison 2, c'est un petit peu différent. Mais la saison 1, c'est clairement le projet d'Hervé. Et à un point où, et là je sais que c'est pas du tout lui qui est responsable, ça s'est fait comme ça, à un point où moi je vais avoir du mal à trouver ma place là-dedans. C'est la première fois où dans notre duo, je suis pas chez moi, je suis chez Hervé, mais encore une fois il le fait pas exprès, hein, ça se fait comme ça. Je pars sur une idée à lui, mais Signature était aussi une idée à lui et j'ai réussi tout à fait à m'approprier le truc, donc il n'y avait pas de souci. Mais là, j'ai énormément de mal et lui sait parfaitement où il va. Et moi, je ne sais pas où je vais, moi. Je sais où il va, lui, mais moi je ne sais pas où je vais. Du coup, ouais, c'est très compliqué. Le développement, pour moi, va être très compliqué. La série, pour le coup, là, elle va faire un joli succès, surtout public. Critique, il y a des bonnes et des mauvaises. Mais le public, lui, va être là. C'est 5 millions de spectateurs. Ça va être un vrai joli chiffre et qui va se maintenir sur la saison. Il va y avoir une petite baisse, mais elle ne va pas être... terrible, on reste sur des 3,5 millions, 4 millions, donc c'est quand même très très bon score. Et moi, malgré tout, je suis en train de me dire, je fais quoi là-dedans, en fait, je commence à me dire, est-ce que je commence à douter énormément de moi, en fait. Voilà, je commence à douter énormément de moi là, sur la saison 2 de Pigalle qui s'est pas faite, Signature qui est un échec. Là, j'arrive pas à trouver ma place sur la... Donc je me dis, ouais, mais j'ai pas envie de rester simplement quelqu'un qui va écrire comme ça, qui va écrire comme ça, comme si c'était une forme de commande. Il faut que moi, je puisse m'y trouver. Donc j'ai pas très bien vécu ces témoins. Et donc ça va être un grand moment de doute qui va être ensuite un petit peu rééquilibré avec la saison 2 des Témoins. J'en parle à Hervé, hein, on est suffisamment potes pour que je puisse lui dire, écoute... j'ai pas trop kiffé là, cette saison 1 et je n'ai pas trouvé ma place, etc. Mais encore une fois, lui, il est pour rien, il m'a pas du tout phagocyté, il a pas du tout été... C'est juste moi qui n'arrivais pas à trouver un truc en phase avec ce que lui avait. Et du coup, il a été très cool, il m'a dit sur la saison 2, écoute, n'hésite pas, on va partir un peu de tes fantasmes à toi, de tes trucs à toi, ce qui fait que le duo autour de Marie Dompnier et Audrey Fleurot, je vais vachement le bosser, je vais énormément aller chercher des sources qui nous plaisent à tous les deux, hein, que ce soit du Mulholland Drive que Hervé adore, ou que ce soit pour moi du Thelma et Louise, ce genre de choses. Enfin, on va vachement bosser le duo. Et là, je vais un petit peu plus trouver ma place avec un côté conte qui est beaucoup moins noir, paradoxalement aussi, même s'il y a ces histoires d'orphelins, etc., des choses qui me plaisent aussi beaucoup. On va revenir
à mes fantasmes de départ quand j'étais gamin. Et donc j'ai vraiment plus trouvé ma place à l'intérieur de la saison 2 des Témoins, mais ça reste quand même, les Témoins restent quand même énormément le travail de Hervé. Et donc cette épreuve suprême va m'obliger à réfléchir, qu'est-ce que j'aime fondamentalement moi? Et je pense que ça, c'est vraiment un truc que tous les auteurs doivent à un moment trouver, même quand on est dans de la commande, c'est réussir à s'approprier le truc, à se dire, qu'est-ce que je trouve moi là-dedans qui m'intéresse? Ne pas se retrouver à écrire pour écrire. Il y a un moment, il faut savoir dire non sur certains projets, ce qui va se passer après. Je vais commencer à dire beaucoup plus facilement non. Ça, en fait, c'est pas mon domaine. Ça peut faire une très belle série ou un très bon film, mais c'est pas un truc à moi, c'est pas un truc dans lequel moi je vais m'éclater, même si je peux m'éclater à le regarder. Et c'est être capable de faire la différence entre ce que j'écris. L'exemple flagrant, on vient juste d'en parler avant, la The Wire, voilà tout à fait le genre d'œuvre que j'écrirai pas. Mais ça n'a rien à voir parce que David Simon est un génie, ce qui est vrai. Peu importe, il y a des autres œuvres qui sont issues de génie, mais dans lesquelles j'aimerais essayer d'arriver à quelque chose de proche d'eux. Je pense à Damon Lindelof, par exemple. Damon Lindelof, The Leftovers, etc., Lost, etc. Bon, voilà, un autre génie. Mais je peux dire, et ça reste modeste, je me sens plus proche de Damon Lindelof que de David Simon. Et ça n'a rien à voir, encore une fois, avec le génie de ces gens-là. Ça a à voir avec toi, quelle écriture, vers quelle écriture tu as envie d'aller. Et je me sens beaucoup plus proche de l'écriture de Damon Lindelof. Il y a un autre gars que j'aime bien aussi qui est Peter Morgan avec The Crown, qui écrit vraiment très très bien. Il y a des affects, il y a des choses qui sont beaucoup plus en rapport que, pour citer un autre génie, dans lequel je sais que j'aurais pas cette écriture-là, qui est Matthew Weiner avec Mad Men. Donc sentir un peu les choses, et je vois les points communs qu'on pouvait avoir avec Hervé, et qui a fait qu'on a travaillé aussi longtemps ensemble, mais aussi les points divergents qu'on pouvait avoir. Et je pense que la froideur du travail d'Hervé atteignait aussi une forme de paroxysme avec la saison 1 des Témoins, y compris dans sa manière de filmer d'ailleurs, hein, très très posée, extrêmement cadrée, ce qu'il ne faisait pas trop avant, pas autant. Et ça lui va très très bien, il est très bon là-dedans, je sens qu'il a lui-même envie d'aller vachement là-dedans. Et moi, c'est pas là où je vais me sentir le plus à l'aise. Voilà. Question 9. La récompense. Qu'est-ce que t'a apporté ta première grande victoire? The High Priestess. Une femme au café, à la terrasse d'un café, devant... Alors, au choix, c'est soit une bière, mais ça pourrait être aussi un chocolat viennois, un café viennois, un truc dans le genre. Et qui rigole, qui se marre. Alors, elle se marre, je ne sais pas pourquoi elle se marre, en fait. Hein. Il n'y a personne en face d'elle, elle voit peut-être quelque chose au loin. Et elle est en train de rigoler, ou alors elle a des petites écouteurs dans les oreilles, et quelqu'un lui raconte quelque chose. Ah oui, il y a le portable qui est posé sur la table, ça pourrait être ça. Quelqu'un lui raconte quelque chose au téléphone, je ne sais pas. En tout cas, elle a le manteau sur les épaules, donc avec un gros pull, il fait un peu frisqué. La papesse est une carte de mystère, c'est la gardienne des secrets. Elle peut aussi incarner une figure d'autorité féminine, comme une mère acariâtre ou une grand-mère stricte. Évidemment, elle peut faire directement référence à la religion, mais peut également évoquer le mysticisme ou les rêves. C'est une carte un peu froide, plus spirituelle que charnelle. Ma récompense, c'est au-delà des murs. C'est au-delà des murs parce que c'est... Encore une fois, là, je viens de passer un moment pas très cool. Et au-delà des murs est vraiment une belle réussite pour moi. Parce qu'encore une fois, c'est le pour moi là, qui compte. Dans ce qu'il y avait avant, les œuvres en soi sont réussies. Que ce soit signature, bon, encore une fois, il y a des défauts, mais l'œuvre est réussie. Et les Témoins, c'est pas... Je me suis pas retrouvé dedans, mais l'œuvre est réussie. Donc c'est pas le problème n'était pas l'œuvre. En dehors de la saison 2 de Pigalle, elle a été annulée, mais c'est pas de mon fait, c'est du fait de Canal. Donc,
Donc c'était pas, ce moment sombre n'était pas lié aux œuvres, elles sont liées à la façon dont moi j'ai vécu ces choses-là. Comment, la sortie de ces œuvres ou la non-sortie de ces œuvres, ou ma façon de développer les œuvres. Et là, Au-delà des murs, je suis vraiment très très content. C'est d'autant plus une récompense aussi que c'est un moment où je continue de douter, à tort. Et là, c'est merci Hervé, merci Christine de Bourmont-Busset, la productrice, qui m'ont remis dans le droit chemin. Parce qu'à un moment, j'étais tellement dans une période de doute que j'étais parti avec l'idée non, mais ça va pas le faire, ça va être raté, il faut réécrire. Et donc, je suis reparti comme ça, tout seul, hein, dans mon coin, en train de réécrire le scénar. Et je commence à mettre des trucs que maintenant, avec le recul, enfin même à ce moment-là, ils m'ont offert le recul. C'est pour ça que je dis merci. C'est que, en fait, non, ce que je fais, c'est pas bien du tout. Et je suis en train de retoucher quelque chose qui en fait, est bien, fonctionne bien. Et c'est parce que je continue à être dans ce doute qu'il y avait avant. Et là, Hervé et Christine me remettent. Je me souviens très bien de ce moment où c'était à la production, donc c'était encore dans les bureaux de Fidélité Production. Et donc j'arrive, je pense qu'ils s'étaient vus avant, Hervé et Christine, pour essayer de voir comment ils allaient me recadrer. Et donc je les vois très bien. Bon, on a discuté, enfin j'aimerais qu'on en discute ensemble, c'est Christine qui ouvre le bal. On va peut-être rester sur l'ancienne version, Marc, tu vois. Et là, je commence à... Donc, du coup, ça renforce un peu mes doutes. Et en même temps, je me dis, pourquoi ils veulent rester sans... Ça veut dire que... Donc j'essaye de comprendre. Alors, il y a Hervé qui évoque la difficulté, c'est vrai en plus, hein, de ce que j'avais écrit à tourner avec les moyens, en disant... donc, il revient à nouveau sur ce fameux dispositif de mise en scène. Là, tu es sur autre chose. Tu as des trucs qui sont super durs pour moi, ça va être très dur à faire, mais bon, c'est une façon de Pauline de me dire aussi qu'il n'aime pas trop ce que j'ai rajouté. Mais en fait, vous avez raison, ça faisait partie de mes doutes, et en fait, ce qui a été tourné, c'était ce qu'il fallait tourner, et d'autant plus qu'on s'est quand même mis à le réécrire, mais cette fois-ci pour des raisons différentes, pour des raisons de tournage, parce que malgré tout, il fallait faire, c'était l'idée d'Hervé, de faire avec les moyens du bord, et surtout dans du fantastique, de surtout pas rentrer dans du cheap. Et donc, toutes les idées, les envies que je pouvais avoir, fallait à un moment les passer au filtre du cheap. Il ne faut pas que ça soit cheap. Bon. Et donc, comme c'était quelque chose qui était bien acté au début, et je sais qu'il est doué là-dedans, je lui faisais vachement confiance. Donc quand il me disait ça, Marc, non, je ne cherchais pas à dire ah oui, mais tu comprends, pas du tout. C'était non, on ne va pas le faire comme ça. Et alors, du coup, comment on pourrait avoir la même chose? Soit il avait l'idée, soit on avait l'idée ensemble, soit je revenais avec d'autres propositions. Enfin, en tout cas, il y avait quelque chose. Et donc là, c'est une réécriture positive, ce qui n'était pas le cas de la première réécriture que j'ai faite, qui était en fait une réécriture pleine de doutes, d'anxiété, où je voulais rajouter des trucs pour essayer de ramener, je sais pas trop, ramener un petit peu plus de fantastique. Il y avait des jumpscares, il y avait des trucs complètement pétés, et c'était des choses qui me rassuraient, mais et en fait, ça va faire une très belle œuvre. Alors, il va y avoir une petite déception malgré tout là-dedans, c'est qu'elle n'a pas fait le succès que j'aurais aimé qu'elle fasse. Malgré tout, il y a vraiment une vraie récompense qui est d'abord une unanimité dans les critiques, avec vraiment des doubles pages. C'est pour ça que je pensais qu'il y aurait plus de gens qui viendraient. Des doubles pages dans certains magazines, dans certains journaux. Tous les gens qui l'ont vu, enfin j'ai même vu des gens pleurer à la sortie des 3 épisodes en avant-première. Ouais, donc ça c'est vraiment, ça fait plaisir. C'est quelque chose que je vais rencontrer à nouveau avec Sambre par la suite. Alors pleurer sur une œuvre fantastique, réussir à faire ça, c'était une belle récompense. C'est un beau retour. À aucun moment justement ce qui a été pensé ne fait cheap. Donc et il y avait même eu, je l'ai gardé. Il mérite presque d'être encadré. Un magazine de première. Sur des séries, c'était un hors-série, qui était sur les séries que les gens n'ont pas vues mais qu'ils devraient voir. Et j'étais dedans, au milieu de séries mais magnifiques, quoi, des séries topissimes, internationales, pas que françaises. Et il y a Au-delà des murs dedans. Et je me suis dit, bon, c'est vraiment la preuve que, ok, les gens sont pas venus, mais l'œuvre, elle est là, elle marche. Et donc tant mieux, je profite aussi de
ce genre d'interview pour en reparler et dire si vous n'avez pas vu Au-delà des murs et que vous aimez le travail qu'on a fait avec Hervé, regardez-le parce que regardez la série, on peut encore la trouver soit sur des plateformes, soit en VOD. Et c'est vraiment, voilà, je pense que ça fait partie. Jusqu'à maintenant, avant Sambre, c'était vraiment ma série préférée de tout mon travail. Voilà. Maintenant, il y a un duel avec Sambre qui s'opère, mais pour moi, Au-delà des murs, vraiment fait partie de ce qui est le plus abouti. Donc je dirais qu'au-delà des murs, pour revenir au duo du tout début entre les œuvres sociales et politiques et les œuvres fantastiques, etc., liées au conte et aux obsessions de mon enfance, Au-delà des murs, hein, du côté du conte, et Sambre est du côté des œuvres sociales et politiques, mais c'est clairement les deux œuvres pour moi les plus abouties de ce que j'ai fait. Donc voilà pour la récompense et Au-delà des murs. Question 10. Le chemin du retour. Comment s'est déroulé le retour à la vie ordinaire? Alors, la carte 18, The Moon. C'est quelqu'un qui promène ses chiens la nuit avec une belle lune pleine et rousse. Donc là, difficile de ne pas la louper. Presque, bon, il y a des petits lampadaires derrière, mais on pourrait presque s'en passer. La lune évoque la puissance réceptive féminine. On a longtemps pu croire que le cycle menstruel était lié au cycle lunaire. C'est une carte d'intuition et de mystère qui invite à réfléchir différemment, à se connecter au monde ou à ses rêves pour trouver une nouvelle voie. C'est aussi une carte aux aspects plus sombres qui peut évoquer les cauchemars et la folie. Enfin, cette carte peut aussi tout simplement faire référence à la mère du consultant. Je vais faire dialoguer ça avec l'approche de la caverne. Et l'épreuve suprême, ça va ensemble. Je vais faire dialoguer ça avec ça parce qu'il y a en fait un moment où, tout ce moment un peu où j'ai eu l'impression un peu de me perdre, où j'ai eu l'impression de douter, où, comme je disais tout à l'heure, m'a amené à me dire ce que t'aimes, regarder chez les autres, etc., n'est pas forcément ce qui est source d'inspiration et ce dans quoi tu peux te sentir toi à l'aise. Par exemple, j'adore des petites séries B américaines qui sont... D'ailleurs, il y en a une de Damon Lindelof qui est d'enfer, qui s'appelle The Hunt. Personne ne connaît, justement, et pourtant c'est du Damon Lindelof. C'est excellent, c'est vraiment une très très... J'aime bien ce genre de petits films. C'est pas forcément des grands classiques, etc., mais moi, j'aime bien ça. Bon, donc ça m'oblige aussi à me dire... C'est des choses que je regarde pour un plaisir, le fameux plaisir coupable. C'est le plaisir coupable des œuvres qui sont pas forcément mais moi, il m'arrive de me dire, ça, c'est pas extraordinaire, mais j'aurais aimé l'écrire, ça. Ça m'aurait plu de l'écrire. Donc, je commence à faire cette distinction aussi et à sentir, ouais, c'est le grand sujet, mais c'est pas forcément ce vers quoi tu aurais envie d'aller. Voilà, pour reciter tout à l'heure et resituer les choses dont on a parlé tout à l'heure. Donc, le chemin du retour, c'est aussi un retour à soi, c'est aussi cette espèce de chose de se dire, bon, de quoi j'ai vraiment envie. Et je commence donc à développer des projets personnels. Et il y a des projets d'Hervé qui ne me tentent pas plus que ça. Et inversement, ce que moi je développe ne le tente pas plus que ça. Et donc, on commence à développer des choses. On a encore envie de continuer, envie de travailler ensemble. Hein. Il peut très bien y avoir demain une série Admar Herpou qui revienne. Hein. Donc, c'est pas du tout une rupture qui s'est opérée. C'est plutôt à un moment, c'est là où ça dialogue avec le chemin du retour. C'est plutôt à un moment, chacun commence à développer des trucs à soi. Et donc, c'est presque une nouvelle page qui s'ouvre pour moi, quoi. Parce que le duo va s'arrêter par la force des choses. Mais encore une fois, il s'est jamais construit officiellement. Il n'y a jamais eu un moment où on s'est dit « nous sommes le duo Admar Herpou ». Voilà, c'est des projets qui s'enchaînaient et qui se faisaient ensemble et avec une vraie complicité qu'on a toujours d'ailleurs, qu'on a continué à garder. On s'est vu il n'y a pas longtemps, on a bouffé au restaurant ensemble. On s'est parlé de nos projets respectifs, mais pour l'instant, il n'y a rien. Il a essayé à un moment de me proposer, là encore, il n'y a pas longtemps, des choses, mais ça ne m'attirait pas. Et inversement, je lui ai fait partager un texte où je me suis dit, tiens, ça pourrait, toi qui réalise, mais il ne se sentait pas, et voilà, ça n'inspirait pas. Donc, c'est un moment où je vais développer plein de trucs. Une grande partie vont pas se faire, beaucoup de travail, d'écriture.
qui vont pas voir le jour. C'est pas grave, ça fait partie de ma façon à moi de fonctionner, y compris sur le plan matériel. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui, quand je gagne beaucoup d'argent parce qu'une œuvre voit le jour, ben je ne dépense pas. Je suis pas quelqu'un qui va craquer des milliers et des cents pour pouvoir tenir pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Parce que de toute façon, une écriture de série, c'est long. Hein. C'est minimum 2 à 3 ans d'écriture, enfin dans lequel tu touches en partie pendant un moment des clopinettes, parce que tout ce qui relève du développement est sous-payé en France, mais vraiment sous-payé. Et là, pour le coup, les producteurs ne font pas beaucoup d'efforts, faut dire ce qui est sur ce terrain-là. Tu commences à vraiment pouvoir rentrer... T'es pas riche, hein, mais tu commences à gagner de l'argent quand tu commences à rentrer ce qu'on appelle en convention d'écriture. C'est-à-dire que tu as une chaîne qui commence à dire « c'est bon ». On a envie de voir ce truc-là. Donc ça, c'est pas du développement. Convention d'écriture, ça veut dire que tu es déjà dans des trucs très avancés. Et aujourd'hui, pour pouvoir rentrer en convention d'écriture, tu es obligé de beaucoup avancer. Beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas vrai que tu viens avec tes 3 pages. Tu viens avec tes 3 pages si c'est un truc qui est hyper connu et que tout le monde voit et qu'il y a une sorte de franchise derrière et qu'il n'y a pas de souci sur la manière dont ça va pouvoir se développer, ou c'est carrément presque une commande de la chaîne, elle a vraiment envie de ça et tu lui offres ça et elle dit banco de suite sur 3 pages. Mais autrement... il faut quand même, dès que ça commence à être un peu ambitieux et un peu original, etc., la chaîne a très peur, et la seule façon de la rassurer, c'est de lui amener déjà des choses très abouties, très avancées, ce qui a été le cas de Sambre, ce qui est le cas là d'une série qui va rentrer en développement avec France Télévisions. C'est des choses vraiment suffisamment abouties qui, là, pour le coup, la prod n'a pas trop envie de sortir trop de sous, parce que comme il n'y a pas de certitude de pouvoir se faire rembourser par la chaîne, c'est vraiment aux frais de la boîte pure, et donc du coup ça devient un peu aux frais du scénariste, parce que c'est absolument jamais en rapport, le temps que tu passes c'est absolument jamais en rapport avec ce que tu as payé. Donc je trouve qu'aujourd'hui les scénaristes devraient être beaucoup plus intéressés financièrement. Si les boîtes de prod ne veulent pas continuer à sortir du pognon, enfin qu'elles veulent continuer à ne pas sortir du pognon, du coup on devrait être beaucoup plus intéressé sur les RNPP ou autres, on devrait beaucoup plus être intéressé, parce que moi, je trouve qu'on prend une grande part de risque, nous. Alors, les boîtes de prod, comme elles sous-payent cette partie-là, du coup, c'est qui paye? C'est toi, en tant que scénariste, qui, d'une certaine façon, participe. Donc, on arrête de dire, oui, nous, on prend des risques, les producteurs, mais en ce moment, les scénaristes prennent beaucoup de risques en acceptant de travailler énormément d'heures, sous-payés, en espérant que les chaînes puissent rentrer en convention d'écriture. Donc, du coup, moi, je me suis organisé matériellement par rapport à ça, parce que je veux continuer à faire des œuvres ambitieuses, des choses qu'on a du mal à voir à la télé. Donc ça implique de rester modeste sur le plan financier, même quand tu gagnes beaucoup d'argent, tu as envie d'un seul coup de te payer un voyage, un machin, un bidule, de rester très cool, parce que tu sais que, enfin en tout cas je sais moi qu'il ne va pas y avoir de l'argent qui va rentrer de suite l'année d'après ou l'année d'après, et que je risque de me retrouver avec 3 francs 6 sous payés par la prod pour faire un développement qui ne verra pas le jour. Enfin, le développement sera fait, mais l'œuvre ne verra pas le jour, et donc ça va être une partie pour ma pomme. Donc, si j'ai pas mis d'argent de côté derrière, je pourrais pas tenir là-dessus, et je serais obligé à un moment d'aller faire des trucs qui ne m'intéressent absolument pas. Et c'est là où je risquerais de me retrouver à nouveau à vivre des commandes qui sont pas... ou dans lequel je ne trouve pas ma place, comme j'ai pu le vivre à un moment, qui fait partie pour moi de l'approche de la caverne, tu vois. Donc ça fait partie des trucs pas cool. J'ai absolument pas envie de revivre ça, et encore c'était l'œuvre originale quand même d'Hervé. Les Témoins étaient quand même une œuvre très originale, donc il y avait quand même ce plaisir d'être là-dedans, mais faire un truc très classique, très plan-plan, une enquête criminelle qu'on a déjà vu 50 000 fois, avec rien de plus. S'il s'agit de faire à couteau tiré, je veux bien, c'est super drôle, et là tu as vraiment envie, c'est complètement déjanté. Et c'est pour faire un truc que tu as... Voilà, une petite enquête criminelle que tu as déjà vue 50 000 fois. Vraiment, si je pouvais éviter de revenir à ça. Donc j'ai développé énormément d'œuvres, des choses vraiment très bien, dont je regrette vraiment une adaptation des Misérables aujourd'hui. C'était commandé par Elephant. Elephant s'est vraiment battu pour que le projet voit le jour. Moi aussi, au sens que je viens de dire, c'est-à-dire accepter d'être sous-payé pour de multiples réécritures, en espérant vraiment...
avec donc cette excellente idée, ça serait quoi, qui serait Thénardier aujourd'hui, qui serait Valjean aujourd'hui, qui serait Fantine aujourd'hui. Le plaisir était de ne pas voir les Misérables au 19e, mais de les voir aujourd'hui. Le concept n'est pas de moi, il est d'Éléphante. Hein. C'est le producteur qui m'a appelé avec ce concept-là. Et c'est tellement un super concept. Et Jean-Xavier de l'Estrade était prêt à rentrer en réalisation. Donc on avait quand même plein d'atouts de notre côté. Et personne n'a envie de parler de la misère aujourd'hui, c'est affligeant. Pourtant, je suis certain qu'entre les mains d'une adaptation de Victor Hugo, ça donnerait quelque chose d'absolument génial, surtout que l'histoire des Misérables reste géniale. Et d'imaginer ça aujourd'hui, c'était coécrit avec Sheila O'Connor. C'était vraiment un pur plaisir. On s'est vraiment éclaté à faire ça, et ça a été 5 ans. Pendant 5 ans, on a cru vraiment que ça pouvait voir le jour. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je me dis, bon, mais pourquoi pas, si jamais il y a des diffuseurs ambitieux, que ce soit linéaire ou plateforme, allez-y, n'hésitez pas, contactez Éléphante. Nous, on est prêts à repartir avec Sheila et peut-être même Jean-Xavier, j'en sais rien. Question 11. La résurrection. Quelle épreuve a fait de toi l'artiste que tu es aujourd'hui? King of Wands. Est-ce que c'est un homme d'affaires? Peut-être pas forcément. En tout cas, quelqu'un d'élégant, manteau, costard-cravate, le petit attaché-caisse, le chapeau, qui se balade dans les rues, dans des quartiers peut-être type city, des quartiers financiers. En tout cas, c'est un petit peu froid, assez moderne. La famille de Bâton est celle de la passion, de l'énergie. Le roi est la figure de la maîtrise. Le roi de bâton est donc celui qui domine son énergie pour s'accomplir. Le roi de bâton ne se laisse pas arrêter par les obstacles, il les surmonte pour s'épanouir. C'est un entrepreneur qui mettra tout en œuvre pour accomplir ses désirs. Il n'y a pas une œuvre, c'est une somme. J'ai clairement senti avec Sambre qu'il y avait quelque chose de... J'avais passé un cap dans la technique, on va dire ça comme ça. Mais derrière le mot technique, c'est l'art de raconter. Je pense que c'est quelque chose que j'aurais pas pu écrire il y a peut-être ne serait-ce que 5 ans, 10 ans. J'aurais peut-être pas pu réussir à écrire ça. Je veux dire, ça n'aurait pas eu la gueule que ça a là, je me serais un peu paumé, un peu perdu. Là, c'est de réussir à sentir ce que c'est qu'une saison, et ce que c'est que des épisodes, et ce que veut dire faire dialoguer, ce que je disais au début, intrigue, le tissage, intrigue, personnage, arène, thème, de réussir à sentir comment tout ça s'entrelace à l'intérieur d'un épisode, et pourtant cet épisode tout seul ne se maintient que parce qu'il est dans un tout qui raconte quelque chose du 1 au 6 ou au 8 ou au bon. Là aujourd'hui je rentre avec une série qui s'appelle Méditerranée, j'espère qu'elle verra le jour. La France Télévisions est vraiment très intéressée, c'est une série internationale. On va essayer de choper la ZDF et d'autres acteurs financiers parce que c'est une série qui coûte cher. Méditerranée parce qu'il est question de la migration. Et là, j'ai envie, c'est un challenge, mais ça, c'est un truc que j'adore. Hein, je me fixe toujours des challenges. Je n'avance que par ça. C'est pour ça que écrire pour écrire, à un moment, ça, je m'ennuie. À un moment, je me demande ce que je fous là. Il faut toujours qu'il y ait une espèce de challenge derrière. Sur Sambre, c'était réussir à traiter 30 ans sans perdre des personnages, tout en réussissant à chaque fois, parce que c'était obligatoirement des personnages nouveaux. On ne pouvait pas suivre des personnages comme ça sur 30 ans, ça n'avait pas de sens. Donc c'était réussir à faire des parties d'un tout. Là, le concept, c'est Babel. Voilà, Babel d'Inarritu, avec Guillermo Arriaga au scénario, qui est sûrement un des auteurs en tant que scénariste, avec Jonathan Nolan, le frère de Christopher, les scénaristes les plus barrés. Donc Arriaga, il a fait 3 enterrements, il a fait 21 grammes, Les Amours chiennes. C'est un auteur qui aime déconstruire, qui aime faire des choses complètement atypiques, très dans la déconstruction, et j'avais envie de jouer sur comme ça ce jeu entre 3 continents, l'Afrique, donc je triche, la Méditerranée et l'Europe.
Et puis 3 temporalités, passé, présent, futur, qui s'entrecroisent et qui vont nous raconter ce qu'est la migration aujourd'hui dans le monde, d'où vraiment c'est France Télé International, c'est l'idée d'être dans l'international. Donc c'est très ambitieux, et en même temps j'ai envie de rentrer dans cette espèce de nouveau challenge pour essayer de voir un petit peu la somme de ce que j'ai pu apprendre durant 20 ans, jusqu'où je peux réussir à aller dans des objets atypiques qui en même temps arrivent à accrocher un public. Pour moi, c'est très important. Je suis pas quelqu'un qui a envie d'aller dans du côté expérimental pur et dur. Je pense à même un auteur comme Soderbergh ou Gus Van Sant avec Elephant, qui font à la fois des choses très commerciales, qui peuvent faire Ocean Eleven d'un côté, ou Comment à la rencontre de Forrester, ou Will Hunting, enfin des œuvres comme ça très, je pense à Gus Van Sant, très commerciales, et en même temps, c'est ce qui va financer des œuvres beaucoup plus atypiques, des choses comme Elephant ou Paranoid Park, ou des trucs complètement barrés. Mais moi, je suis pas là-dedans. J'aimerais essayer de réussir à faire un truc qui reste très grand public, qui soit une vraie série, qui fasse venir du monde, et en même temps d'avoir des formes atypiques dedans, et où on puisse se dire waouh, c'est pas convenu, c'est un peu particulier, c'est un peu voilà, et en même temps que ce soit pas quelque chose qui mette trop le spectateur non plus en retrait, qui soit trop voilà, et on a toujours tenu même à ça avec Hervé, hein, c'était déjà quelque chose qu'on avait en tête, de rester quand même dans des choses, d'avoir des choses atypiques, et en même temps, donc c'était parfois un peu surréaliste, un peu poétique, et en même temps, on reste quand même dans des genres qui font venir et maintiennent. Donc là, ce côté dont je viens de parler autour des migrants va rester une grande épopée d'aventure, parce que s'il y a bien des aventuriers aujourd'hui, c'est ces gens qui partent traverser le désert, traverser la Méditerranée, etc., et qui vivent des trucs complètement dingues, et en même temps, réussir à en faire quelque chose où on part à l'aventure avec eux, mais on est aussi en Europe, on est aussi avec ceux qui vont les accueillir, qu'est-ce qu'ils font, ceux qui vont les sauver, etc. Qu'est-ce que ça fait d'être tout ça? Tout ça sont des grandes aventures humaines avec une dimension épique internationale, avec un souffle épique, mythologique. On peut rejoindre nos étapes. Et donc, la résurrection, elle est un petit peu là. C'est-à-dire qu'à un moment, le succès de Au-delà des murs m'a donné vraiment envie ce succès pour moi, m'a donné envie de me poser, de me dire qu'est-ce que j'ai envie de travailler. Et même si j'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir vendre certains projets, ça restait des projets qui m'ont de toute façon continué à apprendre. Déjà, c'est très différent parce que j'avais des réalisateurs différents. C'était plus de la coécriture avec Hervé, donc ça m'a amené aussi à aller chercher d'autres gens, parce que j'aime bien écrire. Parfois, j'écris seul, mais j'aime bien aussi écrire quand c'est un petit peu difficile, comme là, Méditerranée coécrit avec Sylvia Guillet. Aller chercher des personnes, comme je disais, avec Les Misérables, c'était Sheila O'Connor, etc. Sambre, c'est avec Ali Giraud. D'avoir des gens un petit peu différents, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des gens très connus dans le métier. Alice Giraud n'avait rien écrit, n'avait écrit aucun scénario avant, mais d'avoir des gens qui viennent, mais elle venait avec toute l'affaire, elle venait avec tout son travail à elle de journaliste. Et donc du coup, de réussir à essayer de me mettre avec d'autres gens, de travailler avec d'autres réalisateurs aussi, tout ça fait partie un petit peu d'une nouvelle aventure et qui est en train de déboucher sur des choses très intéressantes. Je suis vraiment ravi du succès tout artistique et public et critique, etc. de Sambre, qui a reçu plein de prix. Et j'espère que la Méditerranée va être aussi un très joli succès. J'ai d'autres projets aussi derrière, mais qui ne sont pas rentrés comme là en convention. Donc quand ça rentre en convention, il y a quand même plus de chances. C'est pas une certitude, la preuve, la saison 2 de Pigalle, mais il y a quand même plus de chances pour que ça voit le jour. Et je me dis que là, c'est quelque chose c'est une nouvelle étape pour moi. C'est une nouvelle étape par rapport à mon travail avec Hervé. Question 12. Le retour avec l'élixir. Qu'est-ce que tu ressens le besoin de transmettre de tes épreuves dans ton œuvre? Two of Wands. Là, c'est quelqu'un qui est dans un magasin, shopping peut-être, elle est en train d'hésiter entre deux sacs.
Elle est assez habillée mode, avec des trous aux genoux et tout. Et elle hésite à prendre lequel des deux sacs est le mieux. Je pense que c'est celui de gauche, très clairement. Celui de droite ne me plaît pas du tout. Le chiffre 2 représente la rencontre et la dualité. Ici, le 2 de bâton évoque la stratégie, la planification, le fait de penser avant d'agir, de réfléchir à la prochaine étape ou d'être ouvert aux idées nouvelles. Ainsi, la carte évoque l'idée que tout est possible si l'on est bien préparé. La carte colle très très bien, vraiment. C'est prendre le temps de se préparer, d'apprendre, de toujours être curieux et donc ne jamais se sentir ouais c'est bon maintenant, c'est là, c'est acquis, c'est bon. Ça c'est un sentiment, je pense qu'il faut absolument pas avoir. On se repose sur ses lauriers, comme on dit, et faut pas être là-dedans. Enfin moi en tout cas, il y aurait plus de ce que je disais de challenge, de défi, il y aurait plus de voilà, si écrire, ça devient je vais au boulot, c'est plus possible quoi. Donc ça implique vraiment d'être sans arrêt aussi à l'affût. Je continue encore aujourd'hui. Il y a des gens qui ça étonne, mais je continue à lire des bouquins sur l'écriture. Pour l'instant, il n'y a pas de grands auteurs comme ceux que j'ai cités au début qui m'ont interpellé, mais je continue quand même à lire. Je trouve que c'est beaucoup un ressucé de pas mal de choses, mais des fois il peut y avoir un petit truc par-ci, un petit truc par-là. Je continue même à assister à des séminaires. Le dernier truc que j'ai vu qui était vraiment très très bien, c'était le séminaire de Nicolas Lussuardi sur les séries. Alors là, producteur italien qui a fait un très beau travail, c'est 3 jours. Ça coûte son petit billet, mais si on arrive à avoir des aides de l'AFDAS, etc., je conseille. Après, il y a aussi d'autres choses. Je pense que la ténacité, je pense ça aussi, la ténacité, faut savoir être patient. C'est ça que je retiens, tout ça. Être patient, on ne peut pas tout avoir. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose. C'est un petit peu, je pense, ce qu'a vécu Xavier Dolan. D'un seul coup, on lui offre plein de trucs, il reçoit une palme, etc. Il est jeune, il démarre, il a fait que quelques films. Et d'un seul coup, on voyait là, les dernières interviews, je n'intéresse plus personne, etc. C'est un danger aussi, d'un seul coup, de percer trop vite. On peut penser à des succès comme celui d'un Benex, par exemple, que je me souviens très très bien, Jean-Jacques Benex, qui était vraiment d'un seul coup avec 37.2, et puis après, ça galère, c'est moins là. Donc je me méfie aussi de ces espèces de moments. Je préfère imaginer une carrière qui prend le temps, où les choses, ça fait partie de l'élixir, ça aussi. Quoi. Prendre le temps, les choses prennent le temps, on se construit, on n'a pas tout de suite, on fait plein d'erreurs, on commence à apprendre de ces erreurs. Et encore une fois, on continue à rester curieux, donc il faut savoir être patient, être ténace. Il y a des projets qui ne voient pas le jour, et puis c'est pas grave, on part sur d'autres. Et on fait le deuil assez vite, et puis on essaie de voir à chaque fois si ça, je ne vais pas pouvoir le recaser ailleurs autrement, dans cette obsession-là, je ne vais pas pouvoir la remettre ailleurs, etc., à travers un autre projet. Ça fait partie du truc. Je dirais, il y a 2 autres trucs aussi que je trouve qui sont importants, et là je reviens un peu à mon truc de philo au début. Il y a eu plein de définitions de la philo dans l'histoire de la philo, mais il y en a une qui pour moi, c'est pas qu'elle est plus juste que les autres, c'est qu'elle est pour moi au fondement de ce qu'est la philo, et ça va jouer un rôle dans l'art, parce que je fais énormément dialoguer la philosophie et l'art. L'art, c'est une façon de philosopher, une façon de regarder le monde comme un philosophe. C'est une façon de questionner le monde, de questionner notre existence, notre rapport à la société, aux autres, etc. Et c'est la définition d'Aristote, quand il dit « philosopher, c'est savoir s'étonner ». Je pense que ça c'est quelque chose à laquelle on doit à tout prix tenir. Il faut à tout prix tenir. L'art n'est pas du divertissement, n'est pas de la consommation, n'est pas un objet de consommation. Une grande œuvre, c'est pas simplement une œuvre qu'on consomme. Et là, peu importe le médium. Alors là, pour le coup, je ne mets pas de hiérarchie dans les médiums. Genre la BD, c'est moins que le cinéma, ou la série, c'est... Non. Il y a même d'ailleurs des œuvres télé qui sont bien plus intéressantes que certaines œuvres cinéma qui sont sorties. Donc vraiment, c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de se dire, attention... Le problème des diffuseurs et des distributeurs aujourd'hui, c'est qu'ils ne pensent qu'uniquement à la question commerciale, ça va marcher, pas marcher, etc. C'est totalement dicté par le marché, tout est dicté par le marché. Et ça, c'est une absolue catastrophe parce que, par définition, au fond, c'est le système des franchises, c'est ce qui est le plus normal
donc le plus normé, qui a une chance de voir le jour. Sauf que, par définition, ce qui est normal n'étonne pas. Alors après, on peut s'étonner sur la normalité, ça c'est autre chose. Il y a un étonnement, c'est-à-dire qu'on s'étonne, là on est presque en ironie dramatique, c'est l'auteur qui essaye de faire comprendre au spectateur, regardez, ces gens trouvent ça tout à fait normal dans l'histoire, mais est-ce que c'est normal ? Ça veut dire que déjà on a questionné notre rapport, nous, à ce qui est la norme d'aujourd'hui. Autrement, si vraiment on est dans la normalité, on est dedans, donc on ne pose pas un regard dessus, on est dedans, par définition, il n'y a pas d'étonnement, donc il n'y a aucune philosophie. Et ça m'amène au deuxième point, qui est l'esprit critique. S'il n'y a plus de philosophie, pour moi, la philosophie, c'est l'esprit critique. Et donc, s'il n'y a plus de philosophie, il n'y a plus d'esprit critique. C'est-à-dire qu'on est en train de tuer la réflexivité, la capacité à penser sur soi, par rapport à nous dans le monde, à être réflexif. Donc on tue l'esprit critique. L'esprit critique, c'est si on est capable de penser sur soi, ça veut dire qu'on est capable de penser contre soi-même. Et donc ça aussi, c'est pareil, c'est pour moi quelque chose de très très important, à la fois dans ce que propose une œuvre, mais à la fois pour écrire. Je m'explique. À la fois pour une œuvre, parce que ça implique de se dire « moi, je trouve ça normal », mais il y a le petit étonnement qui m'amène d'un seul coup à me dire « donc je pense contre moi-même, est-ce que ça l'est ? Est-ce que c'est normal que ce soit normal ? Est-ce que ce que je trouve normal autour de moi, c'est normal ? Sous-entendu, ça me convient. » Ça implique quand même de faire un travail. Parce que quand on est dans la normalité, par définition, on ne pense pas contre soi-même, on est complètement dans l'air du temps, on est dans le vent, on est dans l'air du temps. Donc on trouve ça normal, donc on n'a aucune raison de penser contre soi-même. C'est-à-dire que on est dans le préjugé, dans le jugement a priori. Bon. Et donc là, est-ce que ce qui est préjugé n'est pas forcément une bonne chose ? Sans même parler du préjugé au sens classique, il a des préjugés, il a des a priori, mais le préjugé n'est pas forcément bon. Des fois il l'est, puis des fois il ne l'est pas. Et donc, il faut être capable à un moment de pouvoir avoir un esprit critique, penser contre soi-même pour se dire « non, mon préjugement n'est pas bon ». Ça fait des œuvres. Ça fait des œuvres magistrales. D'un seul coup, de questionner auprès des gens, voilà, on trouve ça normal, maintenant, est-ce que ça l'est ? Est-ce que votre préjugé est une bonne chose ? Moi, je trouve que non, et je vous fais partager ça. Mais ça implique aussi l'esprit critique, la pensée contre soi-même, ça implique aussi d'être capable d'écrire des personnages qui ne sont pas nous du tout. Et ça implique un truc qui est de cultiver, et donc là je m'adresse peut-être aussi aux jeunes auteurs, de cultiver l'empathie. L'empathie n'est pas la sympathie. On peut avoir de l'empathie pour quelqu'un, l'empathie c'est se mettre dans les baskets de quelqu'un et comprendre pourquoi il agit comme ceci ou comme cela. On peut ne pas trouver le personnage sympathique. Je vais exprès aller, là j'ai une œuvre qui me vient en tête et qui va être volontairement violente, mais c'est pour bien faire comprendre le truc, La Chute. Les derniers jours d'Hitler et de toute la petite bande horrible de ces odieux personnages. Bon, à aucun moment on est en train de se dire « Ah, l'auteur, il a de la sympathie pour les gens qui sont dans le bunker ». À aucun moment. Et en même temps, c'est passionnant, et je me dis ça, c'est tout à fait un truc que j'aurais aimé potentiellement pouvoir écrire et me dire tiens, se foutre dans les dernières heures de tous ces Goebbels, machin, Hitler, etc. C'est terrible, et en même temps c'est super intéressant, et c'est très intéressant de faire partager ça. Donc à un moment, je sais que quand j'ai commencé à dire à Ali Giraud, à la prod, etc., que j'avais envie de faire venir le personnage de Enzo dès le premier épisode, et que le dernier épisode de Sambre serait sur lui, que ça s'appellerait Le Violeur et que ça serait sur lui, quand j'ai commencé à proposer ça, surtout Alice, qui venait de passer 2 ans à avoir interviewé toutes les victimes, plus de 60 personnes, 60 femmes, etc., dont j'ai lu les rapports qu'elle avait fait, etc. Bon, un truc gigantesque. Sur le moment, elle a confondu empathie et sympathie. Elle s'est dit, mais il va y avoir une forme de complaisance ou quoi là-dedans ? Bon. Moi, j'avais parfaitement confiance et conscience que Jean-Xavier
ferait les choses bien, parce qu'on l'avait déjà vu dans ses précédentes œuvres, qui ferait les choses très bien. Avec la Laetitia et tout ça, on voyait bien qu'il n'y aurait aucun doute, qu'il n'y aurait pas de complaisance et de sympathie pour le violeur, évidemment. Mais ça implique quand même, au moment où tu écris, de te dire, c'est quoi qu'il y a dans la tête de ce mec? C'est quoi sa norme à lui? C'est quoi qui fait que ce gars-là est ce qu'il est devenu? Et c'est quoi sa faille? C'est quoi qui l'amène à faire ça? C'est quoi ce gars-là? Et donc ça aussi, c'est pareil, ça implique... je trouve ça aussi, ça fait vraiment partie des choses aujourd'hui. C'est ce que j'aime, même si encore une fois, ce ne sont pas mes références, mais ce que j'aime avec David Simon, c'est qu'il a cette capacité, Matthew Weiner aussi d'ailleurs, ils ont cette capacité à nous faire partager le point de vue. On peut penser à Vince Gilligan aussi avec Breaking Bad, etc. Ils ont cette capacité à nous faire partager le point de vue de gens qui sont absolument pas cool, mais dont on rentre dans le mental, et d'un seul coup, c'est super intéressant parce que ça fait partie aussi de la condition humaine, de notre nature et de ce que l'on peut avoir envie de faire partager à un spectateur. Voilà où j'en suis aujourd'hui et les points sur lesquels je m'appuie, je me repose énormément pour écrire, et ce vers quoi j'ai envie de plus en plus de creuser, on va dire. Question 13. Le prestige. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter pour finir? 13e question, Four of Swords. Alors là, à nouveau, on retrouve une jeune fille en train d'écouter de la musique et de prendre des notes devant je ne sais quel cours d'eau, un fleuve quelconque, avec un joli décor derrière. Sauf que cette fois-ci, elle ne se fait pas voler. Ouais, c'est assez méditatif. Le chiffre 4 évoque la stabilité, la rigueur. Le 4 d'épée est donc une carte de rationalisme pur. Elle invite à prendre du recul, à faire le bilan, mais peut aussi évoquer le fait de rencontrer des blocages. Bah écoute, c'est vrai que là, on a déjà dit beaucoup de choses avec le retour avec l'élixir et puis maintenant la question supplémentaire. Il y a un point, je l'ai déjà abordé, mais je vais exprès remettre un petit accent dessus. Avec l'expérience, je me rends compte, vaut la peine pour des jeunes auteurs de se pencher dessus. Attention, il y a les œuvres qu'on aime et il y a les œuvres qu'on écrit. Voilà, je l'ai déjà abordé, mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, il faut faire attention parce que ce ne sont pas forcément les mêmes œuvres. Et ça n'a rien à voir avec la grandeur d'une œuvre. Il y a des œuvres qui sont jugées comme magistrales, alors du coup, on n'a pas envie de se confronter à ça en se disant « Oh là, ça va faire très prétentieux ». Mais en fait, c'est pas là que ça se joue. Je veux dire, même ces grands auteurs qu'on sait toujours, les Coppola, les Orson Welles, les Spielberg, etc., ils n'ont pas conscience d'être Coppola. Coppola, d'ailleurs, il y a une très belle série qui s'appelle The Offer, que je recommande, je crois que c'est sur Paramount, qui est sur 10 épisodes sur l'écriture et le tournage du Parrain. Les acteurs sont magistraux, c'est vraiment absolument génial, et on suit le producteur qui a permis tout ça, on va dire. Et c'est d'enfer, parce que ça remet tout dans les années 70. Ce qui est joli, c'est que la série met bien en avant le fait que, à ce moment-là, tu as des gens qui démarrent. Coppola a déjà fait des tas d'œuvres avant, des tas de films, mais là, c'est vraiment ça va être l'œuvre qui va rester dans l'histoire du cinéma avec Apocalypse Now, etc. Mais lui, il n'a pas du tout conscience de faire ça. Il refuse même au début parce que c'est trop commercial à ses yeux, etc. Donc il faut faire attention en tant que jeune auteur de dire « Ah, mais moi, je peux pas... » Tu sais pas ce que tu es en train de faire, en fait. Tu sais pas. Donc l'important, c'est, s'il faut, ça va rester à jamais dans l'histoire des séries ou du cinéma ou de la télé ou de la BD ou du roman. Tu sais pas ce que tu es en train de faire à ce moment-là. Donc il faut pas... il faut regarder quelles sont des œuvres qui inspirent. Même Tarantino, pour prendre exprès quelqu'un qui est vraiment inspiré par de la série B, du cinéma hongkongais de bas étage, et qui à côté défend Melville, Godard, etc. Et il va faire un mix de trucs complètement what the fuck, qui va devenir sa patte et qui va permettre à des grandes œuvres de rester aussi. Mais parce qu'il se fait plaisir. C'est-à-dire que quand il pense à Melville ou qu'il pense à un Bruce Lee, il se fait plaisir. Il mélange les deux et c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui est en train de se dire
j'ai envie de faire passer quelque chose. Alors lui, son sujet est toujours le même, c'est l'histoire du cinéma, mais il a envie de faire passer quelque chose au spectateur, il a envie de faire découvrir un certain type de cinéma au spectateur, et lui-même s'inscrit dans une filiation assez improbable, dans lequel il va y avoir autant du Sergio Leone que du Melville, que du Godard, etc. Donc je pense à ça, c'est un truc que j'aurais aimé qu'on me dise, moi, à une époque, de se dire, il n'y a pas d'œuvre intouchable. On peut très bien à un moment se référer. Coppola, honnêtement, revoyez l'ouverture de Apocalypse Now et revoyez l'ouverture de Citizen Kane. Regardez bien, vous allez vous rendre compte à quel point Coppola, je fais exprès, allez, je vais employer un mot exprès vulgaire, pompe Orson Welles, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est vraiment... il sait très bien qu'Orson Welles voulait adapter Au cœur des ténèbres, qu'il n'a jamais réussi à adapter Au cœur des ténèbres, et lui est en train d'adapter Au cœur des ténèbres, et lui, à ce moment-là, il est en train de se dire « Je suis dans la filiation d'Orson Welles, et je veux... » Et c'est quelqu'un qui a le même ego qu'Orson Welles. Et c'est très bien, sinon Apocalypse Now n'aurait jamais vu le jour. Il ne s'agit pas d'être prétentieux, mais il s'agit... Et c'est là où on va peut-être reprendre aussi la carte, c'est-à-dire que c'est de prendre du recul aussi, hein. C'est-à-dire de se dire, c'est pas je veux faire Orson Welles et je vais y aller comme ça avec ma bite et mon couteau un dimanche matin. Ça implique de se dire qu'est-ce qu'il faut pour réussir à faire ce que je veux faire, qu'est-ce qu'il faut, de quoi j'ai besoin comme connaissance, comme expérience, comme apprentissage, et l'acquérir. Et donc là, on revient à une des vertus dont j'ai parlé tout à l'heure, la patience, la ténacité, parce que ça ne vient pas d'un coup. C'est-à-dire qu'il ne fait pas Apocalypse Now comme première œuvre. Je ne sais pas la combienième, mais il y a même eu le Parrain 1 et 2 avant. Donc il est quand même dans quelque chose où il sait qu'il est capable maintenant de faire ça, et qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc c'est avoir de l'ambition, dans le bon sens du terme, pas être un arriviste, avoir de l'ambition, être ambitieux, avoir envie de faire des grandes choses, avoir du challenge, et ensuite avoir le recul de quoi j'ai besoin concrètement, autant là-dedans que matériellement pour y accéder, prendre le temps de construire patiemment son chemin année après année, parce que c'est des années, c'est pas des semaines, pour pouvoir ensuite acquérir le truc qui permet de... Ah, je suis en train de me rapprocher de ce que j'avais en tête au début. L'ambition, paradoxalement, implique beaucoup d'humilité. Parce qu'en fait, si tu es vraiment ambitieux, ça implique qu'au départ, tu te dis, bon, bah, j'ai pas les cartes pour pouvoir accéder à ce que je veux. Donc, il va falloir que je les acquière lentement, patiemment, et que je m'entoure, pas tout seul. Ça n'existe pas, le self-made man, ça n'existe pas, donc pas tout seul. Ça implique d'aller chercher des gens qui vont t'apprendre ou qui vont combler des manques sur un moment que tu as, etc., etc. Donc ça implique, au contraire, en fait, l'ambition implique beaucoup d'humilité et implique de la patience et de la ténacité. Donc voilà pour moi ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai démarré. Parce que alors c'est très laborieux, ça implique des fois ça. Ah oui, mais moi j'ai envie de faire ça tout de suite. Ouais, mais ça n'existe pas. Les raccourcis, le côté Matrix, je me branche le truc derrière et puis boum, je sais faire du kung-fu en l'espace de 10 minutes. Ça n'existe pas. Ça, c'est pas humain. Donc voilà. Cette nouvelle émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si je ne coupe jamais mes invités et leur laisse autant que possible le temps de développer leurs propos, je ne pensais pas sortir un jour une vidéo aussi longue. Mais elle reflète bien la générosité de Marc Herpoux, avec qui j'ai encore échangé plusieurs heures après l'interview. Une très belle rencontre que j'espère vous aurez appréciée autant que moi. Le tirage du jour aura fait la part belle à la famille des épées, qui sont apparues dans quasi la moitié des questions, renforçant le côté très réfléchi et introspectif de Marc Herpoux. Au contraire, le grand absent de ce tirage, c'est la famille des coupes, comme pour illustrer que la réflexion peut parfois étouffer les émotions. Le reste des familles était plutôt équilibré, avec tout de même 3 arcanes majeures. L'étoile, qui nous montre que c'est un artiste qui sait où il va, et la papesse et la lune, qui mettent en avant son amour du fantastique et de l'imaginaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou la partager, et pensez à vous abonner pour ne rater aucun des futurs épisodes. Je ne sais pas quand sortira la prochaine vidéo, et je ne préfère rien supposer car ma gestion du temps est devenue très chaotique. Mais je ne vous oublie pas, j'ai d'autres pistes pour les prochains portraits, et je continue de travailler sur une vidéo d'Arcane. J'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés à la chaîne, ça donne beaucoup de motivation de voir que mon travail est apprécié. Alors merci à vous, on approche les 1000 abonnés, et je trouve ça assez dingue.
Comme à chaque fois, vous pourrez trouver un lien vers les œuvres évoquées dans la description de la vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine.